Dans cette émission, on débriefe de l'édition 2024 du Schneider Electric Marathon de Paris avec des invités exceptionnels. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré en live depuis le rooftop Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde à quelques pas de la finish line du Schneider Electric Marathon de Paris. Dans cet épisode, réalisé en partenariat avec ASICS, nous allons célébrer les plus belles histoires des marathoniens et des marathoniennes. Nous allons recevoir par exemple la créatrice de contenu Océane Andrea qui a seulement 22 ans, vient de boucler la distance mythique, mais aussi, dans un autre registre, Jean-Pierre Heudier, qui en 1976 a remporté la toute première édition du Marathon de Paris. Et on parlera récupération avec Laure Candy, sport scientiste et maître de conférences à l'Université d'Orléans. Bref, un programme d'exception pour une course d'exception, mais avant tout ça, j'aimerais accueillir celui qui va m'accompagner pour cette émission débriefing du Marathon de Paris, Monsieur Johan Durand, athlète élite de la team ASICS. En 2021, il a fini premier français du Marathon de Paris en 2h09-21. Cette année, il s'est un peu reposé parce qu'il se ménage. Salut Johan, comment ça va ? C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. Bonjour à tous. Je me ménage, mais franchement, quand je reviens à Paris chaque année, que je vois les émotions de ce marathon, je me dis l'année prochaine, je le fais. Et là, je pense que l'année prochaine, tu seras là. Il y a de fortes chances que je revienne. Ouais. C'est quand même sympa de venir profiter du spectacle, de l'ambiance, sans pression, sans stress. Tu vois le côté un petit peu plus cool du marathon, mais dès que tu vois les émotions des coureurs au 39e, là, 39, 40, 42, tu te dis tu as vraiment envie de revivre ça parce que c'est vrai que c'est un truc que tu gardes à vie presque, ce marathon. Et le marathon de Paris, pour nous, en tant que Français, et moi j'adore Paris, j'adore cette ville, démarrer sur les Champs-Élysées, on est au pied des Champs-Élysées, là, les voitures sont revenues, mais ce matin, il n'y avait que nous. Ce matin, c'était les coureurs. Et je crois que plus de 40% des personnes qui couraient aujourd'hui le marathon sont des primo-marathoniens. C'est la première fois qu'ils s'est lancé. 48%, donc presque un marathonien sur deux. Et il y avait énormément d'émotions, beaucoup d'étrangers aussi. Moi, j'étais sur la ligne d'arrivée. Ils avaient des yeux en cœur, quoi. Et j'ai parlé un peu avec des Américains, des Anglais, des Australiens, des Brésiliens. Et ils étaient impressionnés par la beauté du parcours. C'est vrai que nous... On voit tous les jours. Voilà, on voit tous les jours. On est arrivé, il y avait les bouchons. On a toujours tendance. Mais voilà, quand on est un touriste, j'imagine que courir ici, ça doit être exceptionnel. Non, c'est chouette, ouais. Alors, parlons un peu du cru 2024 du Schneider Electric Marathon de Paris. Une chose est sûre, cette année, c'était la folie. Dès 8h, l'avenue des Champs-Élysées était prête à accueillir 54 000 participants. Et dès la fin d'année, je ne sais pas si tu savais, mais il n'y avait quasiment plus aucun dossard. Ça a été même assez compliqué. Ça s'est vendu dès fin décembre, ouais, dès fin décembre. C'est vendu comme des petits pains cette année. Pourtant, c'est vrai qu'après la crise du Covid, on avait vu beaucoup de coureurs et de coureuses se tourner un peu plus vers le trail. Ils avaient un petit peu délaissé la course sur route. Ils avaient délaissé le marathon, les 10 km. Mais à la surprise générale, cette année, la course sur route, elle fait son grand comeback. C'est même plutôt impressionnant. Beaucoup de courses affiches complets, ce soit les 10 km, les semi-marathons, mais même des marathons ou des 10K de villes plus confidentielles. C'est vraiment devenu presque dur de trouver un dossard. Toi, Johan, j'imagine que tu regardes ça, ça fait longtemps que tu es dans la course sur route, ce comeback un peu de la course sur route. Comment est-ce que tu expliques ça, surtout les jeunes aujourd'hui qui se remettent beaucoup à courir? Comment on explique un peu ce retour de la course sur route? Parce que personne n'aurait parié sur ça. Le trail décline un petit peu et c'est la course sur route qui revient. Comment est-ce que tu analyses ça, toi? C'est vrai que dans les grandes villes, sur les grands événements, quand tu vois le semi-marathon de Paris, ils étaient plus de 40 000, pareil, et c'était sold out. Là, on parle de 50-60 000 sur Paris. Donc c'est vrai qu'il y a un retour en force de la course sur route. Alors, peut-être que voilà, le trail est peut-être pas donné à tout le monde, tu vois, c'est plus difficile de partir faire un 50, un 60 km avec 3000, 4000 de D+. Il faut pouvoir s'entraîner dans ces conditions-là, c'est-à-dire que quand tu es parisien et que tu t'inscris dans un trail, tu vas au but de Chaumont ou tu vas à la côte au bois de Vincennes, mais c'est pas ça qui va te... C'est pas le plus accessible pour s'entraîner. Tu fais à Montmartre, mais c'est pas simple. Donc effectivement, la course sur route, elle a ce côté plutôt pratique, c'est-à-dire que tu prends tes baskets, où que tu habites, tu sors de chez toi et tu trouves une piste cyclable ou de la route et c'est parti. Donc effectivement, il y a le côté
ce côté-là de simplicité qui, à mon avis, marche bien. Et puis après, là où la course sur route, c'est le côté ferveur populaire, c'est-à-dire que le trail, tu es peut-être un petit peu plus cool dans ta montagne parce que les efforts sont plus longs, donc tu es un petit peu plus isolé, un petit peu plus seul. Là, tu crées une espèce de communauté, c'est des vagues de coureurs, ça s'encourage, ça crie. Et je pense que ça aussi, les gens se motivent là-dessus. Donc, et puis après, je pense que c'est un travail aussi de la part des organisateurs, des marques. Elles ont su redynamiser un peu des médias, non mais complètement, c'est tout le monde tire dans le même sens pour faire que ce sport soit un petit peu à la mode. Et moi j'étais à un événement vendredi avec ASICS, on a couru un 5 et un 10K dans les rues de Paris, c'était la fête, c'est la fête à travers la course à pied, c'est le côté populaire, tout le monde, il y avait des jeux de lumière, c'était une ambiance de dingue. Donc effectivement il y a la course à pied à la mode, et tant mieux parce que c'est le sport pour moi numéro 1 en termes de santé, en termes de tout ce que vous voulez, de bien-être et de plaisir dans la pratique, c'est ouf, ouais. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être aussi un petit effet Jeux Olympiques. Je sais pas si c'est vraiment. Je pense que c'est quand même, pas forcément Jeux Olympiques. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est rentré. Enfin, la course à pied depuis le Covid, on l'a bien vu. Il y a eu tout le monde s'est mis à courir parce qu'on avait l'autorisation de sortir à 1 kilomètre de chez nous, donc on s'est dit on va courir autour du pâté de maison. Mais voilà, les gens se sont mis à courir et comme tu dis, tout le monde tire dans le même sens pour que ce sport reste à la mode, ouais. Mais en tout cas, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de trailers qui reviennent un peu sur la course sur route. Aussi, tu parlais de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. On a vu Mathieu Blanchard qui a vraiment parfait. Moi, je l'ai vu, il était très affûté. Et puis voilà, ils viennent plus aussi pour aller chercher de la vitesse. On se rend compte quand même qu'aujourd'hui, il y a un tel niveau dans toutes les disciplines. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les marathoniens, les meilleurs marathoniens français, je pense à Mehdi Frère, il a fait 2e au championnat de France de cross. On voit qu'aujourd'hui, la polyvalence, aujourd'hui, il y a un tel niveau que il faut être bon partout. En fait, on peut plus avoir de lacunes. C'est ça. Et on voit qu'aujourd'hui, même les trailers n'hésitent plus à revenir travailler sur la vitesse. Exactement. Pour se préparer. Donc voilà, j'ai même parlé avec une triathlète qui fait du trail. Aujourd'hui, les gens sont très hybrides. Ils aiment bien en fait d'aller d'une course à l'autre et ils se sentent plus forcément dans des sur cases. route ou dans des cases. Ils sont de plus en plus libres. Et puis c'est très bien parce que il faut pour se motiver, changer un peu de décor. C'est super bon pour la motivation. Tu sors un peu de ta zone de confort et tu vas sur un effort sur lequel tu es forcément moins bien. Un trailer qui vient sur la route, il sait que il va manquer un peu de vitesse, mais par contre il va avoir des cannes sur la fin de course. Il sait que voilà. Et à l'inverse, quand un vrai pistard vient en cross ou vient sur la route, c'est différent. Donc effectivement, les gens n'hésitent plus à sortir dans les cases, à aller à découvrir d'autres choses pour progresser. Et je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que dans une logique de plan d'entraînement et de progression, c'est bien de sortir, comme je le disais, de sa zone de confort et d'aller dans des endroits un petit peu différents. Et Mathieu Blanchard, c'est l'exemple type. C'est un mec qui a quand même fait 2h24 ici l'année dernière, je crois, de mémoire. Ou Germain Granger, qui fait moins de 30 sur 10 km. C'est ça, ça court. Maintenant, les trailers ne sont plus uniquement des trailers, ce sont des coureurs. Ce sont des mecs qui courent vite aussi sur route. Donc, c'est des athlètes complets maintenant. Alors, on va faire un petit test parce qu'aujourd'hui, on a une 60aine de personnes qui sont là dans le public. Levez la main, ceux qui font de la course sur route. Hop. Alors, ceux qui font aussi du trail, tu vois. Il y en a moins. Il y en a quand même moins. Il y en a quand même moins. Mais bon, voilà, c'est quand même. Et de la piste. Et de la piste. Et là, là, il y en a. Il y a quand même 5 personnes. Bravo. Il y a quand même des petits pistards. Alors, bon, là. Si on veut être un peu titillon sur le marathon de Paris, c'est vrai que côté élite, aucun membre de l'équipe de France n'a répondu présent sur le tracé parisien. Pourtant, avec la course au minima pour les Jeux Olympiques, on aurait pu s'attendre à voir quelques-uns de nos athlètes tricolores dans les rues parisiennes. Mais non, ils ont préféré Rotterdam, Londres la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Comment toi t'expliques cette absence de nos meilleurs Français cette année à Paris ? Parce que c'est vrai que c'était un peu tristoun le plateau. Non. C'est pas pour faire offense aux Français présents aujourd'hui, mais c'est vrai que la densité, elle n'était pas optimum aujourd'hui. Non, c'est vrai. Ça s'explique par la problématique des minima en France, d'un point de vue international, qui est assez élevé pour les Jeux Olympiques à 2,8-10. Donc un coureur comme Hassan Chadi a préféré partir
au marathon de Londres. On a les filles Manon Trapp et Fado Aledem qui vont courir à Rotterdam et à Hanovre, je crois. Donc effectivement, il y a ce côté bouderie, mais moi voilà, le parcours est pas simple, on le sait à Paris, il y a 260 Surtout mètres cette année, de dénivelé. On en parlera tout à l'heure, mais cette année, c'est le même que l'année dernière. C'est un petit peu changé ouais, quand même. C'est un petit peu changé sur les quais de Seine à cause des inondations, mais effectivement, il n'est pas du tout favorable à la performance parce que la partie la plus difficile est en fin de course, elle est à partir du 35e dans le bois de Boulogne, tu as une bonne bosse et après c'est pareil quand tu reviens dans Paris. Donc effectivement, les cotes sont mal placées. Mais par contre, sur le côté engouement populaire et toute la logistique que tu peux mettre en place quand tu es un athlète élite, moi je l'ai vu en 2021, c'est toi qui décides de l'allure à laquelle tu veux partir. C'est toi qui dis à tes lièvres, moi les gars, on est à Paris, je veux faire 2h09, on part sur une 4h30, tu vois. Ça, quand tu vas à un marathon à Valence en Espagne... tu dis rien, t'es au milieu. Après, t'as tellement de densité aussi. T'es noyé dans la masse. Mais voilà, l'avantage de Paris, c'est que d'un point de vue logistique, c'est hyper facile à mettre en place. Les organisateurs, en tant qu'athlète français élite, ils peuvent te mettre dans des conditions optimum, mais après voilà, il faut faire l'effort de venir. Voilà, les Français l'ont pas fait cette année, mais je pense que l'année prochaine il y aura peut-être un peu plus d'athlètes élites, je l'espère, mais en tout cas moi je serai là. Bon, voilà, au moins toi tu seras là, voilà. Non, j'ai plus qu'à tenir ma... Fais gaffe parce qu'on va suivre ça de près. Alors néanmoins, on va parler un peu on va faire honneur un peu aux vainqueurs, aux gagnants et aux gagnantes de cette édition 2024, parce que la délégation éthiopienne et kenyane, elle a répondu présente. Et c'est 2 athlètes ASICS qui s'emparent de l'or et de l'argent. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? C'est vrai qu'il y avait le vainqueur de l'année dernière qui se battait cette année pour garder son titre. Je crois que dans toute l'histoire du marathon de Paris, seulement un coureur a réussi à faire le doublé. Est-ce que c'est lui qui l'a emporté cette année ? Non, c'est Moulega Ouma, un Éthiopien qui l'a emporté en 2,5,33. Donc tu l'as dit, pareil chez les filles, c'est une athlète ASICS aussi. C'est Fatwat Fikir en 2h20,45. Et c'est des bons chronos, hein, c'est des bons chronos, de 5 chez les gars et 2,20 chez les filles. C'est plutôt correct parce que les conditions météo n'étaient pas optimales, on va le dire. Ouais, il y avait un poil devant, tu vois. Mais il y a toujours quand même un plateau d'étrangers qui vient comme ça, d'une dizaine de coureurs africains, kenyans, éthiopiens qui viennent pour se faire les dents, pour se montrer et pour aller après sur des majors style Berlin ou Londres pour aller un petit peu monétiser leur niveau de performance. Mais effectivement, Paris tout à l'heure on a dit il y a un coureur sur 2 qui est primo-marathonien dans l'épreuve populaire, enfin de masse, et chez les élites c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des coureurs africains qui sont en devenir, qui veulent se montrer auprès des gros marathons et qui viennent sur Paris pour se faire les dents. Et effectivement après ça reste des chronos corrects, hein, de 5 c'est presque au niveau des meilleurs marathons mondiaux, hein. Néanmoins on a vu la souffrance, hein. Moi j'ai suivi j'ai eu la chance de pouvoir, pour une fois j'ai suivi chez moi, parce que malheureusement on n'a pas l'organisation ne nous a pas mis à disposition les outils pour pouvoir faire un suivi de course. Donc j'avais au moins l'honneur de pouvoir regarder depuis la maison. Alors c'était assez agréable chez moi, j'avais un petit peu moins froid et c'est vrai que les visages étaient très marqués, hein. Très marqués. Et même on reparlera tout à l'heure de la course chez les amateurs, mais ça s'est bien battu aujourd'hui. Ça s'est battu ce matin, ouais. C'est vrai que le faciès des coureurs africains, d'habitude, ils laissent peu transparaître de fatigue, et pour le coup, alors je sais pas quoi l'expliquer, hein, est-ce que c'est vraiment ils se sont donnés au maximum pour faire leur performance, ou la météo faisait que tu vois c'était un peu dur, donc je sais pas. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes en tout cas. Ça. À noter également la présence de Yuki Kawachi, le japonais de tous les records. Alors c'est quand même c'est un garçon aussi assez particulier, assez atypique. Alors lui il a fait 200 marathons sous les 2h20. C'est un boulémique de compétition qui court quasiment tous les week-ends un marathon. C'est un phénomène à lui tout seul. Est-ce que toi ça t'impressionne justement, cette capacité à enchaîner les courses? C'est vrai que moi je me souviens il y a 5-6 ans on a beaucoup parlé de lui. À l'époque où on disait encore qu'on pouvait courir qu'un marathon par an, par saison, c'est vrai que ça a un petit peu évolué. Et justement grâce aussi à des phénomènes comme ça, hein, qui montrent que le corps peut aussi récupérer. Alors je crois qu'il a fait 2h30, hein, voilà, c'était pas son meilleur record aujourd'hui. C'était pas son bon jour. Ouais, c'était pas son bon jour pour lui aussi. Mais toi, voilà, ça t'impressionne un peu cette capacité à enchaîner les courses comme lui il fait? C'est surtout qu'il a enchaîné les courses à une période où les chaussures, les nouvelles mousses à plaque de carbone n'existaient pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, on courait avec des chaussures pas minimalistes, mais elles avaient très peu de mousse. Et je me rappelle de lui, il enchaînait
tous les week-ends des marathons à des chronos de 2,12, 2,13, 2,14. Il a un RP à 2,7 ou 2,8 de mémoire. Et il en a fait plusieurs sur 2,7, 2,8. Mais c'est quelqu'un, alors voilà, je connais pas son tempérament, donc je le connais pas personnellement, mais si tu l'avais cadré, ce mec-là, si tu lui avais donné une vraie préparation, parce qu'il enchaînait tous les week-ends, tous les 15 jours, c'était pas des blagues. Et il intégrait aussi les marathons à sa prépa, il disait que mais voilà. Il faisait des marathons à 2,20, alors intégré dans la prépa, tu tapes un peu dedans quand même à 2,20. Mais effectivement, c'était impressionnant, et peut-être que ce gars-là, s'il avait été cadré. Ou pas, on sait pas. Non, mais ça, on sait pas. Peut-être jamais. que tu vois, c'est son plaisir, il veut courir, il aime courir. Tu le mets dans un cadre, il respire pas et il est pas bien. C'est vrai que on peut faire un parallèle sur le trail avec Casquette Verte, Alexandre Duchex, tu vois, qui aussi souvent on se dit est-ce que vraiment est-ce que c'est pas quelqu'un qui sabote un peu ses capacités? C'est des gens qui mettent le plaisir avant tout, avant la performance, avant la compétition, et puis sans ce cadre. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, et il fonctionne très bien comme ça. Donc effectivement, il faut le laisser. Mais c'était quelqu'un d'assez monstrueux, et il doit avoir une capacité de récupération hors norme pour pouvoir enchaîner autant de marathons. Alors là, je les ai vus tous. Ils ont pris l'ascenseur. On est au 6e. Il y en a pas un qui est monté par les escaliers chez nos marathoniens là. Écoute, on va pas leur en vouloir. On va parler justement un petit peu des conditions. Tu en faisais référence tout à l'heure. Malheureusement. Pas beaucoup de records personnels. En tout cas, moi, les gens à qui j'ai parlé, sauf celles et ceux évidemment qui étaient le premier. C'est l'avantage du premier, c'est que voilà. Mais c'est vrai qu'avec des températures oscillant entre 13, 16 degrés, une humidité aussi assez élevée, on parle pas mal du sable de Sahara. Donc je pense que l'air était aussi un peu chargé. Alors je suis pas un expert en météo. Voilà, on a une data scientist d'ailleurs, peut-être qu'elle nous répondra si ça a joué un petit peu. Mais je pense que l'air était un petit peu effectivement chargé. Peut-être la pollution aussi, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que voilà, c'était un peu compliqué. On le sait, la météo, ça joue un rôle crucial dans le marathon. Et clairement, si les conditions météo ne sont pas là, c'est dur d'aller chercher en tout cas une performance. Ah non, mais c'est la base. Tu as beau t'entraîner pendant 6 mois, si le jour de la course, il y a 70 km/h devant, tu peux rien faire. C'est vraiment là, t'es dépendant des aléas climatiques. Et c'est vrai que, alors ce matin, c'était pas la catastrophe, parce qu'il faisait quand même assez doux. L'année dernière, je me rappelle, il faisait quand même beaucoup plus frais, il faisait plus froid, et il y avait peut-être même encore un poil de vent. Là ce matin ça allait en termes de température, mais effectivement il y avait un petit peu de vent et d'humidité. Hier il a fait très lourd toute la journée, il a 25 à Paris, il a beaucoup plu avant, donc effectivement les conditions météo étaient pas au top pour performer, mais voilà, après ça. Il faut que Paris, il est placé début avril. Donc début avril, tu as toujours cette interrogation par rapport à ça. C'est les premières chaleurs. C'est ça. C'est vrai, c'est ça. Et souvent, il fait très froid au départ. Et après, il peut faire 15-16 degrés. Et c'est vrai, quand on n'est pas habitué, ça peut être un peu compliqué. Alors, le parcours, il a fait aussi beaucoup parler aujourd'hui. Avec cette petite modification de dernière minute. Ils ont râlé ou pas, les gens? Au début, les gens étaient quand même assez contents en se disant on passe pas en bas, on descend pas. En bas, il y a un peu ces faux plats montants, ces côtes là qui sont quand même pas très agréables. Il en restait quand même quelques-unes. C'est pas tous les franchissements de pont qui ont été annulés. Voilà, il y en a qui étaient un peu déçus. Et je crois que c'était quand même un faux plat montant descendant. Donc c'était quand même, c'était pas très très plat. Moi, j'ai parlé justement avec un coureur qui en a fait plus de 10 éditions. Il m'a dit non, cette année, le parcours était quand même un peu plus dur. Un dénivelé positif de 269 mètres et un dénivelé négatif de 260 mètres. C'est presque un trail, le marathon de Paris. Le marathon pour tous, le marathon des Jeux Olympiques fera 450. Alors là, c'est rien, 260. Ça aurait dû attirer nos Français, justement. Tu vois, ils auraient pu s'entraîner. Clairement, je pense qu'un athlète qualifié olympique qui est déjà sélectionné depuis plusieurs mois, on sait que Nicolas Navarro et Mehdi Frère sont déjà sélectionnés. Il y avait des rumeurs comme quoi il devait venir. Il aurait pu venir se faire les pattes un peu sur un marathon comme ça, un peu cassant. À l'image de Marseille-Cassis, où il y a beaucoup de près de Hassan Chadi, Nicolas Navarro était présent. Il y avait des rumeurs comme quoi Nicolas devait prendre le départ. Bon, finalement, non. J'espère que c'est pas un mauvais signe, mais voilà, après. Mais 269, c'était que des rumeurs, c'est peut-être complètement faux. 269, c'est quand même beaucoup pour un marathon. Alors après, ce qu'on dit, c'est quand tu montes, tu redescends fatalement à un moment donné. Donc c'est vrai que tu as des passages un peu favorables. Je pense au bois de Vincennes. Quand tu reviens du bois de Vincennes et que tu redescends sur Paris, là, le SMI, ça redescend un peu jusqu'au 25. Tu redescends un léger faux plat descendant. Donc ça va. Mais effectivement, sur le long terme, malgré tout, ça reste un marathon difficile.
Alors, le marathon 2024, c'était une très belle édition. Avec beaucoup aussi, on a vu beaucoup plus de marques, tu vois, qui sont venues, qui s'intéressent au running, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et aujourd'hui, voilà, c'est cet engouement aussi, c'est aussi plus de moyens, donc plus de belles courses, plus d'athlètes qui peuvent se faire sponsoriser, voilà, plus de moyens, quoi. Et c'est vrai qu'ASICS a frappé quand même assez fort cette année, notamment en organisant pour la première fois en amont du marathon, le vendredi soir, je crois, 2 courses élites, le 5 et le 10 km, en plein cœur de Paris. Je crois que ça n'a pas les Royales, mais tu vas me confirmer. Là, l'équipementier japonais a mis le paquet cette année. Il est en reconduction, je crois, jusqu'en 2031 maintenant. Il sera encore partenaire. Et c'est vrai que là, les moyens qu'ils ont mis, c'est à faire pâlir quand même les plus beaux marathons. J'ai fait Boston, j'ai fait New York. Là, les moyens déployés, surtout sur cette course-là, c'était exceptionnel. Fallait voir l'ambiance. C'était un show. C'était un véritable show. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Là, c'était chouette, des moyens considérables. C'est dingue quand même les efforts et les moyens qu'ASICS déploie cette année. Tu trouves pas ? Ça revient tout à l'heure à ce qu'on disait, qu'on parlait de l'effet de mode de la course sur route, mais effectivement les marques y sont pour beaucoup aussi, parce que aujourd'hui tu cours plus avec ton short et ton t-shirt en coton comme dans les années début des années 80, 90, tu vois, t'avais ton Kawaii et puis tu cherchais pas s'il était déperlant, il était respirant ou quoi que ce soit, tu t'en foutais, là tu partais avec ce que t'avais, avec la paire de chaussettes en coton, elle était pas anti-frottement, c'était à la russe. Et puis la montre GPS. C'était une montre. C'était une montre, ouais. Donc effectivement, les marques ont très bien compris l'enjeu de proposer des produits de qualité, et au-delà de proposer des produits de qualité, ils se sont dit il faut aussi qu'on communique et qu'on mette en avant nos qualités de chaussures et de textiles. Et ASICS a très bien fait les choses. Elle a sorti des chaussures de qualité pour le quotidien, mais aussi une chaussure ultra compétitive pour la compétition. Et effectivement, elle cherche à la mettre en avant par des shows, par de la fête, c'était vraiment la fête du running. Il y avait les 100 athlètes sponsorisés par la marque. La plupart des athlètes élites étaient tous là. Tout le monde a joué le jeu, des Américains, des Kenyans, des Australiens, des triathlètes, tout le monde est venu. Tout le monde est venu pour cet événement. Il y a eu des bonnes perfs, il y a eu des très bons chronos. C'était un show, c'était une petite boucle de 2,5. Donc tu tournais en boucle autour avenue de l'Opéra et Palais Royal. Donc voilà, c'était la fête de la course à pied, de la musique partout, des LED, enfin. J'espère que ça va durer, que c'est quelque chose qu'on va revoir, parce que c'est vrai qu'il y a eu des éditions un peu tristounes du marathon de Paris. On déçoit que c'était un marathon qui était très vieillissant, où des fois il y avait peu de. Et là, il y a un peu un regain. J'espère que ça va capitaliser. Après, je pense qu'avec les primo-accédants qui viennent aussi, il y a tout un entourage qui vient encourager ces mecs-là. C'est plus des gars qui ont fait déjà 10 marathons et dont la famille elle reste en Bretagne. Tu vois, là, c'est tout le monde vient. Je fais mon premier marathon et je veux du monde. Et du coup, sur la route, moi, j'ai fait le parcours. J'ai accompagné des mecs en Vélib. J'ai presque fait 42 km en Vélib. Donc franchement, j'ai presque couru un marathon. Connaissant le Vélib, oui. Ouais. Et je trouvais que cette année, il y avait encore plus de monde que les autres années en termes de spectateurs. Moi aussi, moi, c'est mon rêve. C'est mon rêve de voir un marathon de Paris, comme un marathon de Berlin, comme un marathon de Londres. Tu vois, c'est vraiment mon rêve. Et je pense que c'est possible. Il faudra encore quelques années, mais je pense que c'est possible avec peut-être un parcours après les travaux qu'il faudrait essayer un peu d'aplatir, même si c'est compliqué à Paris de part. Après, avec un plateau élite, il y a encore de belles choses à faire. Alors, le marathon de Paris, c'est aussi l'occasion pour les marques de présenter un peu leurs nouveautés. Tu parlais tout à l'heure d'ASICS avec leurs chaussures carbone performance qu'on a beaucoup vu, mais il y a aussi des études qui sont présentées. Et cette année, Campus Coach, l'application d'entraînement qui est partenaire aussi officiel du marathon de Paris, a dévoilé une enquête qui nous a plongé un petit peu dans les habitudes des coureurs à pied. Et les chiffres sont assez révélateurs. Je voulais en parler avec toi pour avoir ton avis d'athlète élite. Je les connais pas, donc là tu vas me les apprendre. Je vais te les dire. L'allure moyenne des runners français aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que c'est ? Sur le marathon ? Non, à l'entraînement. C'est vraiment dans la pratique quotidienne. L'allure moyenne, à ton avis ? Il y en a un, voilà, vous pensez quoi là ? Ceux qui pensent que c'est moins de 5 au kilomètre, levez la main. Non. Ouais. Moins de 5, non. Mais 5,40 ? Eh ben, c'est 6,12, l'allure moyenne homme-femme. C'est une moyenne, c'est évidemment un peu moins chez les garçons, un peu plus chez les filles. La distance moyenne, c'est 8,1 km par sortie, c'est en augmentation. C'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal. La motivation numéro 1 pour les coureurs, c'est de se lancer des défis, c'est de se dépasser. C'est un peu aussi l'esprit marathon, c'est peut-être pour ça que c'est. Voilà. En ce qui concerne l'équipement, à noter Garmin, qui est le plus gros, le chouchou vraiment des coureurs à pied. 76% des répondants disent courir avec une Garmin. ASICS, qui se place en tête des marques de chaussures. Ça lui fait plaisir.
T'es dans la bonne écurie, Johan. Suivi de près par Sokomi, voilà, et Oka aussi, c'est vrai, qui est vraiment de plus en plus présent, Ouais. assez surprenant aussi sur la route, qui sont de plus en plus présents. Un détail intéressant, seulement 23% des runners ont adopté une chaussure à plaque carbone, tu vois. Donc Oui. voilà, finalement, c'est assez peu. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Une pratique très axée sur le côté populaire, très axée sur le plaisir avant tout. Toi, ces chiffres, est-ce qu'ils te surprennent, notamment la plaque carbone ? C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit dans un éco. C'est un peu dans une tempête dans un verre d'eau. l'écosystème élite, la plaque carbone, on sait qu'elle n'est pas forcément recommandée pour tous les coureurs, toutes les foulées. Un coureur qui est débutant, qui est un petit peu lourd, ça va pas lui donner la même énergie. On va pas avoir le même retour d'énergie et gain de temps qu'un athlète kényan de 50 kilos. Donc effectivement, elles sont pas du tout adaptées pour tous les profils. C'est une Ferrari, la plaque de carbone. Et puis surtout, c'est une Ferrari qui coûte cher. C'est une chaussure à 250 €. Ouais. Même si on est Voire même plus maintenant. Des fois, ça voire dépasse les beaucoup 300 plus. €. Donc C'est hallucinant. les prix. effectivement, l'atout numéro 1 de la course à pied, ça reste c'est le côté simpliste de la course. Tu as juste besoin d'une paire de chaussures et c'est tout. Après, tu peux courir et tu n'as pas besoin d'équipement, tu n'as pas besoin d'aller à la piscine, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu pars de chez toi et tu as juste besoin d'une paire de chaussures. Donc effectivement, là, la chaussure à plaque de carbone, c'est la petite cerise que veulent se mettre les petits gourmands, quoi. Ouais, la petite cerise sur le Sur le gâteau. gâteau. La petite cerise à 300 € quand même. Voilà. Allez, elle fait plaisir. Ceux qui ont faim. Bon, en tout cas, c'est quand même des chiffres intéressants si vous voulez en savoir plus sur cette étude. Donc, c'est l'étude de Campus Coach. Vous tapez étude pratique. Mais 8 des km, coureurs c'est à pied. bien, hein, parce Ouais. que tu vois, ça prouve que les gens sont aussi dans une logique, pas simplement de faire 3-4 kills à la maison. C'est 8 Alors, kilomètres, c'est quand pas même une mal, hein. étude basée sur des pratiquants, Ouais. donc des pratiquants réguliers, mais c'est quand même en augmentation. Alors, cette étude révèle aussi que dans la tête d'un coureur, le podcast est le préféré des coureurs. Ah. Donc, merci infiniment parce que Bravo. c'est vrai que vous êtes. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est vrai que nous, on a lancé le podcast avec Fred, c'était il y a 5 ans. Je me souviens de la première semaine, on avait 72 téléchargements, on était trop contents, on se disait si on arrive à faire 500, ce serait génial. Aujourd'hui, ce qu'on me demande souvent les chiffres, c'est presque un demi-million d'écoutes chaque mois, c'est 230 000 coureurs qui nous écoutent chaque mois, donc c'est vrai que ça a explosé. On est super contents, super fiers. J'ai pu croiser énormément de coureurs à pied aujourd'hui sur le marathon qui sont venus me voir et qui me remercient. Mais moi, j'ai envie de vous dire merci parce que c'est vrai que c'est grâce à vous que aujourd'hui, je peux faire ce que j'aime. On est une super équipe et voilà. Donc, on est trop contents. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous remercier. Les gens sont demandeurs de conseils, hein. Ils ont besoin d'être accompagnés. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de néo-pratiquants qui n'osent pas pousser les portes d'un club parce qu'ils estiment que c'est peut-être un peu trop élitiste ou ils veulent pas aller se licencier dans un club parce qu'il y a des contraintes horaires ou quoi que ce soit. Et du coup, ces gens-là, il faut les accompagner parce qu'ils sont pas livrés à eux-mêmes, mais ce sont des néo-pratiquants, donc ils connaissent pas forcément la course. Et effectivement, les podcasts, tous les contenus des réseaux sociaux sont là pour les aider. Et surtout, en parlant de réseaux sociaux, ce que je te propose, c'est qu'on accueille maintenant notre prochaine invitée. Imaginez une jeune coureuse, tout juste âgée de 22 ans, qui vient de franchir la ligne d'arrivée de son tout premier marathon. Son aventure, sa préparation, elle l'a partagée avec ses 500 000 abonnés sur TikTok, plus de 230 000 aussi, je crois, sur Instagram, où elle a partagé toute sa préparation avec beaucoup d'humour, de passion et de sincérité. Elle a su captiver avec elle toute une communauté et c'est aussi un peu le symbole de toute cette nouvelle génération de coureurs qui arrivent sur marathon. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Océane Andrea. Je suis toute gênée. Non, il faut pas. C'est vrai que c'est une entrée en matière. Alors, Océane, salut, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que tu vas ? Très fatiguée. Je m'excuse d'avance si mes mots sortent pas très bien, mais j'ai le cerveau complètement en compote. J'ai la voix un peu cassée, moi. Je sais pas si ça s'entend, mais du coup, je te comprends. Je te présente Johan. Johan, je sais pas si tu connais Océane. Est-ce que tu es sur TikTok, toi, Johan ? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que t'attends ? J'ai passé la trentaine, désolé. Non, je suis sur Instagram, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Bon, Voilà. allez aussi sur Instagram. Alors, Océane, c'était ton tout premier marathon. T'as la médaille autour du cou, tiens. C'est vrai que cette médaille a fait beaucoup parler. Est-ce que tu l'aimes, cette médaille ? Alors, pour la décrire un petit peu, tiens, décris-la, tiens, nos auditeurs. Alors moi, je l'avais pas regardée jusqu'à, je dirais peut-être
4 jours avant le départ, parce que je me suis dit je vais me faire la surprise, etc. Pas du tout. Au final, j'ai envoyé un message sur un groupe et j'ai demandé à quoi ressemble la médaille et on m'a dit un onion ring. Oui, c'est vrai que c'est un peu le qualificatif. Mais je la trouvais pas trop moche. Juste, je trouvais que c'est vrai que ça ressemble pas aux médailles qu'on a d'habitude. Mais au final, une fois que tu la trouves juste trop belle. Bah oui, t'es fier de la porter. Voilà. Mais chaque année, ça fait un peu débat. Ah C'est bah, un peu le running gag. Chaque année sur les réseaux sociaux, c'est un les sketch. les goûts et les couleurs. Moi, je l'aime bien cette année parce qu'ils ont mis le drapeau tricolore. Voilà. Et un marathon de Paris, moi, quand il n'y a pas le drapeau français, ça m'embête. Et là, il y a le drapeau tricolore. Alors, c'est un anneau, j'imagine que c'est. Les JO, je crois. Faut pas le dire au CIO, parce que je pense que ça va là. Mais j'imagine que c'est quand même pour ressortir, pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors, Océane, comment ça s'est passé ce premier marathon ? Moi, j'ai vu quand même pas mal de souffrance. Je tire les finishers. Est-ce que toi, t'as trouvé ça dur cette année ? Alors, bizarrement, je crois que c'est la course qui est passée le plus vite de ma vie. Mais pas les 7 derniers kilomètres. Les 7 derniers, je les ai vus passer comme si c'était un marathon. Tout le monde dit que ça. C'était horrible, ça m'a tapé dans les jambes. Mais j'ai adoré ma course. Je pense que ça faisait tellement longtemps que je l'attendais que je pouvais que l'apprécier, même si c'était très dur à la fin. Et je suis très fière de l'avoir fini. Tu peux être fier de toi parce que, je le répète, c'est seulement 4% des Français aujourd'hui, moins d'1% de la population mondiale qui court un marathon. Donc être marathonien, c'est aussi faire partir d'un club. Voilà, une communauté. Et puis c'est surtout une préparation très très longue. Tu vas nous en parler justement parce que tu as pas mal de choses à dire. Et en plus, tu as été très sérieuse sur ta prépa. C'est vrai que cette fin de course, elle était compliquée. Et souvent, on parle de négative split, positive split. Et on nous dit souvent, ce qu'il faut faire sur un marathon, c'est un négative split. Donc, sa deuxième partie du marathon plus rapide que la première. Ça, c'est un conseil qu'on entend beaucoup. Mais clairement, à Paris, moi, je le déconseille. Je le déconseille. Et il y a des gens comme ça qui suivent un peu bêtement les recommandations très génériques. Mais là, sur le parcours, honnêtement, si tu partais trop vite, t'étais cuit aujourd'hui. C'est dur parce que la difficulté pour relancer au 35e avec les deux bosses dans le bois de Boulogne et dans le retour de Paris, c'est compliqué de trouver l'énergie nécessaire et t'es en fin de course, donc mentalement t'es usé, ça fait 2h, 2h30, 3h, 3h30, 4h que t'es sur le macadam en train de suer, tu commences à plus trop avoir d'énergie, t'es déshydraté presque, enfin t'as les glucides au plus bas, donc effectivement être capable de relancer c'est dur. Donc, vaut mieux prendre un petit peu d'avance sur la première partie de Paris qui est un petit peu plus favorable. Mais c'est vrai que c'est impossible de squeezer le bois de Boulogne, je pense. Donc, il y a moins de bois de Boulogne quand même cette année au moins. Par contre, il y a moins de bois de Boulogne. Il y a peut-être un petit peu moins de pavés et encore, il y en avait quelques-uns. Mais après, voilà, on sait que c'est ce qui fait le charme de Paris aussi, c'est ça. C'est parce que ça te marque à vie quand t'as souffert comme ça pendant 7 km. C'est aussi, c'est ça. Si c'était trop facile, le marathon serait pas le marathon. C'est ce qui le rend mythique, c'est juste le côté que tu sais que tu vas morfler. Pendant 40 minutes, il faut que tu souffres. Tu 40 confirmes, minutes, Océane ? Je vais en faire des cauchemars de ces 7 km, c'est 100% sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer sur le marathon ? Parce que c'est vrai que le marathon, pendant longtemps, c'était un peu la course, on va dire, qu'on conseillait un peu en fin de carrière pour les coureurs qui étaient à passer 30 ans. Et puis aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui se lancent sur le marathon. C'est même des fois leur première course, leur premier défi. Voilà, qu'est-ce qui t'a attiré et qu'est-ce que tu penses qu'attire aussi les jeunes ? Alors, t'es pas le porte-parole, mais tu dois avoir quand même une meilleure connaissance que Johan et moi. Pour ma part, je pense que j'ai toujours un peu mis le marathon sur un piédestal. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'énorme. De me dire, si un jour je fais un marathon, je suis Ironman, quoi. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'au départ, quand je courais pas du tout, même pour moi, un semi-marathon, c'était énorme. Et une fois que tu arrives à passer cette étape-là, je me suis dit, mais en fait, peut-être que je peux peut-être le toucher un peu, ce marathon. Donc, je me suis entraînée un peu sur semi. Et quand une amie à moi m'a proposé de faire le marathon avec elle, je me suis dit que c'était une expérience en or que je pouvais absolument pas refuser. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Alors, on dit souvent que le marathon, c'est le jour J, mais il y a aussi les 12 semaines de préparation. Alors, des fois, c'est même un peu plus pour celles et ceux qui ont un peu moins de coffre, on va dire. Toi, comment est-ce que tu as vécu ta prépa ? J'imagine qu'il y a eu des hauts, j'imagine qu'il y a eu des bas. Comment ça s'est passé ? Alors moi, elle a duré 16 semaines, pour être exact, même 18, je pense, le temps que je me mette un peu dedans. Les deux premières, c'est bien. Quand on a un peu moins d'historique, c'est bien de prendre son temps. Surtout qu'avant, en fait, je faisais que des prépas semi-marathon. Et après, je me suis dit, je vais un peu me stabiliser. Et après, j'ai vraiment mis le pied dans la prépa marathon. Et c'est clairement des hauts et des bas, surtout comme c'est en hiver. T'as le moral qui n'est pas forcément là, la météo n'est pas toujours
optimal non plus, tu peux tomber malade. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de hauts et de bas. Mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'est une préparation qui est incroyable. À quoi tu te raccrochais justement? J'imagine que tu as eu des moments qui étaient quand même assez difficiles. Une préparation aussi, il faut quand même être sérieux, il faut pouvoir être discipliné parce que c'est aussi ça le marathon. Le marathon, c'est pas seulement la course, c'est vraiment un ensemble. C'est la préparation. C'est ce que je dis, moi, c'est 12 semaines plus. Peu importe ton chrono, peu importe ton temps. Pour moi, les gens, des fois, ils sont là à parler de chrono, mais honnêtement, moi, quelqu'un qui va le faire en 5h50, mais qui s'est préparé sérieusement, qui part peut-être de zéro, qui était sédentaire, et qui va tenir jusqu'au bout, qui va croire en lui, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, on le sait, que quelqu'un, tu vois, qui va peut-être le faire en 3h30, mais qui s'est préparé à la volée. Voilà, moi, en tout cas, j'ai plus de mérite, en tout cas à titre personnel, ça n'engage que moi et pour ces personnes-là. Toi, à quoi tu t'es justement raccroché? Parce que c'est une distance qui fait peur aussi, le marathon, et des fois, on se dit, franchement, est-ce que j'ai ma place, quoi? On peut se sentir aussi un peu imposteur. Je pense que moi, ce qui m'a vraiment permis de tenir, c'est cette volonté de toujours me dépasser. J'avais vraiment envie de le faire et de franchir cette ligne. À mon âge, je voulais vraiment avoir la chance de pouvoir être la première de toute ma famille qui est marathonienne, de pouvoir le sortir à tous les T'as une famille sportive ou pas? Dans ma famille, mes parents courent. Ils sont plus trail. Ouais. Bon, trail, c'est un grand mot. Ils savent pas que ça existe le trail, mais ils font du trail. D'accord, ils courent en montagne. Exactement. Mais ils en font. Enfin, ils en faisaient. Là, ils en font plus trop. Mais mes parents couraient pas mal. Sinon, mes frères et sœurs, pas du tout. Et c'est juste cool de pouvoir me dire que là, en décembre, à Noël, je vais pouvoir dire à tout le monde, je vais ramener avec ma petite médaille. C'est ça, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est 4%. C'est une fierté, c'est... Encore une fois, nous, on est un peu biaisé par les réseaux. Et moi, je veux aussi un peu faire mon mea culpa parce que moi, ce que j'ai constaté en parlant avec beaucoup de coureurs, c'est que il y a de plus en plus de podcasts, il y a de plus en plus de médias, et c'est vrai qu'on donne la parole aux athlètes de haut niveau, qu'on donne la parole aux grands champions, et souvent on parle d'entraînement avec eux et ils te disent moi je fais 150, 180, 200 km par semaine, je fais ces chronos-là. Et c'est vrai que du coup, ça te donne un peu l'impression que c'est un peu la norme. Et aujourd'hui, moi j'ai parlé avec des personnes sur le salon notamment, qui visent 3 heures et qui font 160, 170 km, et je trouve que c'est quand même énorme avec très peu d'historique. Je pense que faire 150, 160, ça se mérite quand même. C'est pas du jour au lendemain parce que tu risques quand même de te blesser. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu à singer, à mimer un peu les athlètes de haut niveau, vu que il y a ce travail, il y a les réseaux sociaux, on se compare. C'est celui qui et en fait, le plus. On perd un peu la notion en fait de ce que c'est. Et des fois, tu as des personnes qui courent à 55. Enfin, je sais pas, toi, tu as fait combien de kilomètres par semaine en moyenne? Le plus, c'était 65. 65, tu vois. Et en fait, tu as l'impression des fois de pas s'entraîner, tu vois, avec ce qui se dit. C'est vrai que on a un peu cet effet loop des fois. Et là même, on avait fait un sujet sur les glucides, sur le ravitaillement. Et alors, on sait que Kipchoge, c'est 100 grammes de glucides par heure. Et des coureurs amateurs qui me disaient, mais je comprends pas, on dit 30, 40 grammes de glucides par heure. Et en fait, ils voulaient prendre 90 grammes, tu vois. Même dans l'alimentation, ils voulaient copier. Et je me suis rendu compte que là, il y avait une dérive. Tu vois. Non, mais complètement, ouais. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça parce que les réseaux, c'est le côté un peu, pas pervers des réseaux sociaux, mais c'est vrai que si tu veux te comparer aux champions, les champions, c'est des champions, c'est des Formule 1. Faut pas vouloir faire 150, 160 km par heure comme eux. C'est-à-dire que eux, je m'intègre dedans. Nous, moi, je m'entraîne le matin, mais l'après-midi, je vais faire la sieste. Je vais pas travailler. Moi, mon métier, c'est de courir. Le matin, je me lève. La seule chose à laquelle je dois penser, c'est à m'entraîner. Et une fois que je me suis entraîné, la seule chose à laquelle je dois penser, c'est à récupérer. Le coureur lambda, à 9h, il faut qu'il aille travailler, il faut qu'il aille chercher les enfants, il faut qu'il aille à la garderie, il n'a pas la même hygiène de vie que nous. Donc effectivement, tu peux pas copier un athlète de haut niveau si tu n'as pas les moyens de récupérer. T'entraîner, c'est pas dur. Récupérer, c'est difficile. Ouais, tu peux pas tout faire. C'est vraiment singer l'athlète de haut niveau. Et puis franchement, quand t'as pas un historique, parce que souvent c'est des personnes qui ont commencé la course à pied il y a 3-4 ans, pas plus, et quand t'as pas un historique vraiment d'athlètes, d'école d'athlètes et tout, faire du fond pour faire du fond, pour moi, c'est pas la bonne stratégie parce que tu as tout intérêt à en faire un petit peu moins, aller sur la piste, travailler ta vitesse, développer ta vitesse et après tu compenses avec de l'endurance, du fond. Et des fois, je dis 160 km en bornant bêtement, c'est pas forcément la bonne stratégie parce que oui, tu vois un Kipchoge qui va le faire. Et Kipchoge, c'est vrai qu'il fait beaucoup de fond, mais en 2003, il était champion sur piste. Aujourd'hui, je disais à Hassan Chadi, c'est des gens qui travaillent la vitesse. Oui. Faire que du fond pour faire du fond, négliger un peu exemple, ça fonctionne. Mais ça va fonctionner, mais c'est pas au plein potentiel. Et honnêtement, vous pouvez en faire beaucoup moins en travaillant un peu plus la vitesse. Et ça, c'est un peu pareil dans le trail. À un moment donné, il y a eu tout le monde voulait faire les distances les plus longues, faire de l'ultra presque, parce que c'était François Daen, c'était Kylian Jornet et tout. Mais quand tu es débutant, commence par un 20, après un 30, un 50. Et si ça se passe bien, un 60, un 80, monte progressivement. Il y en a, c'est vrai qu'ils ont... Des fois, les gens veulent brûler les étapes, et alors que
athlète, enfin sportif, coureur, il y a des logiques de progression et si tu veux pas t'en dégoûter et arrêter dans 2 ans parce que tu as un syndrome de l'essuie-glace ou que tu as les genoux en vrac, respecte la progressivité de l'entraînement, de ton corps. Et ne copie pas. Voilà, ne copie pas. Chacun a son rythme, sa vitesse et son plan. Et aller voir des entraîneurs qui connaissent, qui savent faire. Exactement. N'essayez pas d'aller chercher des personnes qui sont peut-être un petit peu moins habituées. Et Exactement. voilà, parce que c'est vrai que des fois sur Internet, on nous vend un peu du rêve. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme les formations entrepreneurs où on fait croire aux gens qu'ils vont suivre une formation et ils vont devenir multimillionnaires. Il y a un peu aussi ce nouveau coach un peu qui te disent, voilà, tu vas faire ça à 160 et tu vas faire 2h30 au marathon. Non, c'est pas... Oui. Voilà, il faut de l'ancienneté, il faut que le corps soit habitué, c'est très très progressif. Chacun a son histoire. Tout le monde a son pourquoi il court, pourquoi il se lance sur marathon. Et une fois que tu as répondu à sa question, après tu mets un schéma en place, mais qui doit être adapté à ton profil et à ta vie et à ce que tu as envie de faire comme performance. Alors, c'est normal de faire des erreurs. Et moi aussi, j'en ai fait. Croyez-moi, j'ai eu mon lot d'erreurs et je pense que toi aussi, c'est aussi logique. Toi, Océane, comment tu as commencé un peu ta prépa ? C'est marrant de voir aussi parce qu'on n'a pas souvent des gens qui s'initient un peu à la course à pied, qui courent depuis moins de 5 ans. Et je pense qu'on va tous se reconnaître des fois dans les erreurs. Alors, comment au début, tu t'es un peu renseigné pour pratiquer ? Est-ce que tu allais voir, je sais pas, des magazines sur Internet ? Comment tu as fait pour trouver des plans au début ? Alors, au début, déjà, c'était vraiment... J'allais courir toute seule sans rien et j'allais voir ce que ça faisait et quand je re-regarde je me dis c'est n'importe quoi ce que je faisais, mais je pense que la blague que j'aime bien, enfin c'est même pas une blague parce que c'est la réalité et c'est très triste, mais j'étais allée voir sur ChatGPT et j'avais dit ok, je vais faire un semi-marathon, est-ce que tu peux me faire un programme? Je sais pas si c'est une bonne idée C'était très bancal mais je l'ai tenu et je pense tu que l'as c'est fait ça. quand même Ouais, je l'ai fait mais c'est ça mon problème, c'est que j'ai un ego qui fait qu'à chaque fois que je veux faire un truc, il faut absolument que je le fasse. Du coup, ChatGPT m'a donné un programme. Ouais, tu veux suivre Beckham, quoi. C'est ça. Moi, je me suis dit, ok, il sait mieux que moi. Il a cherché sur tout Internet, moi non. Donc, il va me faire un truc bien. Et je l'ai suivi. Et j'ai fait mon premier semi-marathon avec ça. Spoiler alert, c'était pas. Spoiler alert, oui, il était un peu bizarre le plan. J'ai presque pas fait de fractionner, ce qui est étrange quand on veut préparer un semi-marathon. Ouais, comme c'était mon premier, je pense que ce que je cherchais surtout, c'était de me rassurer que je pouvais faire une certaine distance. Et lui, c'est ce qu'il me proposait, c'était d'augmenter pour arriver à une certaine distance, quoi. Non, mais merci de ton honnêteté parce qu'honnêtement, on est nombreux à faire des erreurs et je pense que au début, on fait un petit peu avec les moyens du bord. Aujourd'hui, tu es accompagné. Comment tu as fait? Tu as suivi un plan un peu plus sérieux? Oui, j'ai une application que je suis qui m'avait donné un plan pour le marathon. Alors, je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes. C'est un peu. Alors voilà, je ne sais pas si tu avais suivi ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le sport tendance. Bon, ça a toujours été populaire, la course à pied. Mais là, cette année, c'est vraiment le sport tendance, notamment chez les jeunes. Pendant longtemps, les jeunes étaient très attirés par le fitness et aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens justement qui viennent un peu du fitness et qui se mettent à courir, à faire des marathons, à faire des 10 km, à faire des semi-marathons. Comment t'expliques, toi, que les jeunes aujourd'hui les très jeunes s'intéressent au running et c'est un peu le sport à la mode en ce moment? Je pense qu'il y a une réelle volonté de dépassement de soi qui attire beaucoup de jeunes. Pour moi, c'est vraiment ça qui vraiment a fait exploser la course à pied dernièrement. Je pense que beaucoup de personnes ont envie d'avoir une autre dimension au sport. Pas qu'on ne peut pas se dépasser avec la salle ou autre, mais je pense que c'est complètement différent. C'est une notion complètement différente et c'est quelque chose qui nous fait ressentir énormément d'émotions et je pense que c'est quelque chose que énormément de jeunes cherchent aussi. Et c'est pour ça, pour moi, que ça a vraiment explosé dernièrement. Et les réseaux sociaux, tu penses aussi, parce que toi, tu es très suivi, tu donnes envie aux gens de courir, j'imagine. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont te dire qu'ils ont commencé et qu'ils ont envie de courir grâce à toi. En plus, tu maîtrises le storytelling. C'est vrai que moi, je te suis beaucoup sur Internet. J'adore ce que tu fais parce que on te suit, tu racontes bien les histoires. C'est aussi différent des créateurs de contenu qu'on a l'habitude de voir sur le running. Tu apportes vraiment quelque chose de nouveau. Il y a toute une nouvelle vague un peu qui apporte quelque chose de nouveau, beaucoup sur l'histoire, beaucoup sur l'humain, c'est sur le ressenti et ça, j'imagine que ça doit donner envie à plein de gens de courir, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est ça qui a fait que ma préparation marathon a beaucoup amené de personnes sur mon compte, c'est que j'essayais d'être le plus honnête possible dans ma préparation, de pas cacher des choses sous le tapis et d'être vraiment le plus ouverte. Et même si j'essayais vraiment de me mettre un peu en jeu et de rire de mes propres erreurs et d'en partager le plus possible. Mais je pense que c'est ça aussi qui a pas mal plu. Ouais. Je tiens à le souligner parce que c'est vrai que c'est un peu décrié les réseaux sociaux, TikTok et tout. Et puis c'est vrai que
Bon, intellectuellement, cette plateforme-là, c'était pas la plus valorisée, on va dire. On va pas se mentir. Moi, des fois, au début, je me demande ce que tu fais là. Tu vois des trucs assez lunaires. Et c'est vrai que là, quand je ouvre mon fil sur TikTok, je vois beaucoup plus de gens qui partagent, qui parlent de la course à pied. Et moi, ce que j'aimerais dire aussi aux gens, c'est n'hésitez pas à partager votre passion. Parce que voilà, il faut aussi devenir un peu ambassadeur de la pratique sportive. C'est un vrai défi aujourd'hui, la sédentarité. Les jeunes, sont quand même de moins en moins sportifs. On le voit, la VO2 elle a baissé depuis les années 70 chez les jeunes. C'est catastrophique. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager. Parce que si vous pouvez donner envie aux gens de courir, alors après, vous êtes responsable de ce que vous dites, parce que souvent on dit oui, mais il y a des fausses informations et tout. Voilà, moi je pense quand même que la plupart des gens partagent juste leur histoire, les erreurs qu'ils ont faites. Donc n'hésitez pas à le faire, parce que voilà, ça va donner aussi envie aux gens de pratiquer. Il faut promouvoir la course à pied. C'est important que vous ayez 100 abonnés ou que vous en ayez 10 000. Il y a des gens qui vous disent ouais mais vous n'êtes pas légitime, machin, pourquoi tu parles? Non, pour parler du sport, on est toujours légitime. C'est ça, la course à pied a cet avantage-là. C'est pas un sport collectif, mais par contre il y a un esprit de communauté. Enfin moi j'étais tout à l'heure, je le disais, j'étais sur la fin de course là. Il y avait des gens qui se parlaient, je pense qu'ils se connaissaient pas avant la course, hein, mais ils s'encourageaient au 30e. Tu l'as ressenti ça? J'ai parlé à plein de gens. Tout le monde s'encourageait. Allez gars, allez vas-y mec. T'as Alors pas ça dans le fitness, tu vois. Ils se connaissaient pas il y a ce côté 2 heures. communautaire. Et il n'y a pas ce côté communautaire. Tout le Donc monde même pousse, dans plein d'autres sports. Ouais. Enfin, c'est ça. Là, ils ont vécu un moment de galère tous ensemble. Et c'est pareil quand tu fais la préparation en groupe, que tu crées des petites communautés pour aller t'entraîner, des fois pour te pousser, pour te motiver. Il y a ce côté collectif dans le dépassement de soi qu'il n'y a pas dans les autres sports individuels. Ouais, c'est un sport où les gens, c'est comme un sport où une communauté qui est très bienveillante. Ah bah c'est ça, exactement, c'est 100% bienveillant. Il y a toujours quelques petits zigotos, voilà, toujours sur les réseaux sociaux, des gens un peu qui ont une vision assez fermée, axée sur la performance. Heureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Et puis voilà quoi, il faut pas se laisser intimider par ce genre de personnes parce que voilà, c'est tellement bien qu'il y a des gens qui courent et qui font du sport et voilà, ça change des vies la course à pied. Si on peut motiver les jeunes à se mettre à la course à pied, c'est merveilleux. Ouais. Avant de se quitter, Océane, est-ce que tu vas refaire un marathon? Est-ce qu'on va te revoir un peu? La question le soir du marathon. Ah oui, mais moi je suis comme ça, voilà. Non mais ça t'a donné envie d'aller plus loin? Moi je me suis engagé l'année prochaine. Alors, donc, je vais peut-être pas parler aussi vite. Hein, mais, sincèrement, si on m'avait posé cette question-là il y a une semaine, j'aurais dit non. Parce que j'en avais marre. Là, au bout de la 17e semaine, j'avais envie d'arrêter et que ça passe. Que le marathon passe. Je voulais que ça passe et que ce soit fini et que plus jamais je ne cours 42 km de ma vie alors que je les avais même pas encore couru. Mais je pense que c'est tellement fort ce que ça fait. C'est un vrai feu d'artifice d'émotions. Et dans la tête, c'est incroyable en fait ce qu'on ressent. Et je pense que jamais je pourrais le ressentir autre part. Je me le souhaite, hein, mais je pense que du coup, oui. Mais bon, je veux pas non plus m'engager. J'ai pas dit que j'allais faire Paris 2025, mais peut-être. Je pense que peut-être oui. des 10 km, un petit peu, peut-être un petit peu sur trail. Là, je pense que je vais arrêter le longue distance et je vais faire un peu de 10 km, 5 km, essayer de récupérer un record là. Bon, bah merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de te recevoir parce que merci. Voilà, on aime bien recevoir tout le monde. Il y a 54 000 coureurs aujourd'hui, il y a 54 000 histoires. Moi, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, les jeunes aujourd'hui, moi je suis impressionné parce que bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui critiquent un peu la jeunesse et tout, mais honnêtement, moi je côtoie plein de jeunes. Je suis surpris par. En tout cas, ceux qui se donnent les moyens, les compétences que vous pouvez avoir. Vous avez accès à beaucoup d'informations de par Internet. Et voilà, les compétences, des fois même des photographes, des monteurs. Voilà, nous, on a Zoé là qu'on vient de recruter, qui est aussi très talentueuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, enfin, vraiment, on est à la ramasse, quoi. Moi, j'avais pas du tout les compétences à 22 ans. Fallait me voir. Hein. Moi, je courais pas des marathons à 22 ans, hein, je peux te le dire. Mais si tu veux un coach, viens me voir. Je suis meilleur que ChatGPT. Hein. C'est difficile de faire pire, je pense. Merci beaucoup, Océane. Je te souhaite une bonne récupération. Hâte de te suivre encore sur les réseaux sociaux. Continue à partager la passion pour la course à pied parce que c'est aussi un petit peu grâce à toi qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes qui courent. Donc c'est une belle mission. Merci beaucoup et je pense qu'on peut t'applaudir très fort. Justement, on est parti à la rencontre des finishers et finisheuses de cette édition 2024 du Marathon de Paris. On allait recueillir leurs impressions. Attention, émotion garantie dans ce petit magnéto. C'est parti. Brune, comment ça va? C'est la première question que je te pose. Ça va bien, bien fatiguée, mais très 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 contente. T'as les larmes aux yeux. Alors, est-ce que c'est des larmes de bonheur, des larmes un peu de regret? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ah non, des larmes de bonheur. Je suis très contente de moi, d'avoir fait toute cette prépa et d'aller jusqu'au bout du marathon. Très contente. Comment s'est passée la prépa? J'ai l'impression que pour toi, ça a été vraiment un chemin très important.
Oui, parce que du coup, j'y suis depuis janvier. Et puis c'est pas facile, j'habite en Savoie, alors faut toujours y aller quand il fait très froid. Et ça demande du temps et j'avais pas forcément au début du temps pour courir, mais je l'ai trouvé et je suis très contente d'être allée jusqu'au bout. Comment t'as trouvé la motivation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette préparation et de venir aujourd'hui sur le Schneider Electric Marathon de Paris? Je suis venue avec mon frère qui m'a motivée pour s'inscrire. Et après, j'en ai parlé aussi à mes proches, à mes collègues, à des amis. Et du coup, ils ont été très soutenants pendant toute la prépa. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu es fier de toi? Oui, très fière, mais très mal aux jambes là aussi. Salut Jérôme, alors Jérôme, toi je crois que c'est ton 10e marathon de Paris, donc tu es un expert de la distance, du parcours. Cette année, plusieurs particularités, une fin qui a changé, aussi en dernière minute un petit changement sur les quais. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du parcours avec l'expérience que tu as? Alors plaisant, c'est bien de changer un petit peu. Après la partie qu'on n'a pas fait sur les quais qui est un peu plus montante, c'est un faux plat. C'est plus étroit et comme on est moins habitué, forcément ça nous déconnecte un petit peu en fait. Toi tu l'as trouvé casse-pattes, tu l'as trouvé quand même très difficile cette année. D'ailleurs ça se voit, les visages sont quand même assez serrés. Ouais, c'est un petit peu plus difficile. Il y a eu le changement d'heure la semaine dernière, donc ça joue aussi sur l'organisme. Ça fait une semaine. Et il a fait un petit peu plus chaud, je pense, que l'année dernière. Un peu ouais, plus... pas mal d'humidité aussi. Ouais, ouais exactement. Mais heureusement qu'il y avait les bénévoles qui étaient là pour nous encourager. Il y avait pas mal de jets d'eau pour nous rafraîchir. Et heureusement, on l'a fait au mental. Salut Muriel, alors je vois que t'as le sourire. Voilà, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, t'as la banane, t'es sur un petit nuage là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'es aussi heureuse aujourd'hui? Eh ben en fait, j'ai fait un RP de plus de 2 minutes en plus au marathon de Paris qui est pas roulant du tout. Et puis franchement, je suis super heureuse. J'ai été accompagnée de mon chéri en plus qui m'a servi de lièvre. Je suis aux anges. Dans la plus belle ville de France, d'Europe, faire un RP pour moi c'est énorme quoi. Alors un RP c'était quoi l'objectif et qu'est-ce que tu as réalisé aujourd'hui? En fait l'objectif c'était de faire moins de 3h07 que j'avais déjà fait à Francfort. Et voilà, j'ai fait 3h05 et 18 secondes, je suis super heureuse. Voilà, je suis sur un nuage quoi. Ça représente quoi pour toi ce record? C'est toutes ces semaines d'entraînement, de discipline et beaucoup de choses en fait. Je le dédie aussi à ma fille d'ailleurs qui a anniversaire aujourd'hui, à ma Chloé. Elle a quel âge Chloé aujourd'hui? Chloé elle a 22 ans, joyeux anniversaire ma fille. C'est pour toi aussi ma fille. Ah, ça fait plaisir, en plus tu as l'air vraiment très ému. Écoute, je te souhaite une bonne récupération. Merci. Salut Kevin, alors c'est ton premier marathon de Paris ou ça y est, t'es un habitué des lieux toi? Alors moi c'est mon premier marathon de Paris et voilà, mon père l'avait fait en 95 et donc voilà, je perpétue la tradition on va dire familiale, donc ravi. Alors coureur de père en fils, ça j'aime bien ces histoires-là. Exact. Est-ce que tu as battu papa sur le chrono? Alors oui, parce qu'il m'avait expliqué que les 10 derniers kilomètres il avait une défaillance, donc il a fait plus. Donc c'est vrai que je vais pouvoir un peu le vanner une fois de retour en Belgique. Ah, de retour en Belgique, alors tu es belge. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos auditeurs et auditrices de Belgique parce qu'ils sont très nombreux et nombreuses à nous écouter. Qu'est-ce que tu as pensé du parcours un peu parisien? Parce qu'il y a des marathons aussi à Bruxelles. Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Moi j'adore Paris, je trouve que c'est un parcours qui est carte postale. Et je trouve ça super génial de passer d'ouest en est, d'est en ouest et de voir tout ce qu'il y a à voir dans Paris. Et puis cette foule qui acclame, je trouve qu'il y avait une super ambiance. Stéphanie, comment est-ce que ça va? Ça va tellement bien. C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. J'ai tout donné, j'en pouvais plus. Et ça va super bien. C'est le plus beau jour de ta vie? Pourquoi c'est le plus beau jour de ta vie? Comment tu l'expliques ça? Parce que j'ai tellement souffert depuis le 30e, je suis pris le mur. Et 12 km dans la souffrance en n'ayant qu'un but en tête et d'y arriver, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je suis trop contente. Franchement, je peux pas l'expliquer. En fait, c'est des émotions. J'avais envie de pleurer déjà au 30e en fait. Donc là, c'est la libération. Ça fait 1 an que j'ai acheté mon dossard, donc c'est vraiment un projet d'1 an là. Je suis hyper heureuse. À quoi tu t'es raccroché? À quoi t'as pensé? Où t'as trouvé la force de finir? J'ai pensé à tous mes proches qui m'ont soutenu, ils ont été incroyables. Ils étaient partout, ils m'ont soutenu, même les gens qui me connaissaient pas avec le nom sur le dossard, tout le monde m'a encouragé. Je me suis beaucoup accrochée à ça. Et à ma prépa, en fait, quand on fait 3 mois de prépa, on peut pas s'arrêter là, on est obligé d'aller au bout. Et puis Paris, c'est magnifique, donc c'était incroyable. Comment s'est passé ta prépa justement? Est-ce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, il y a eu un très gros bas il y a 3 semaines, je me suis blessée, donc je pensais même pas pouvoir faire le marathon. Et au final, tout s'est très bien passé. J'ai fait 2 mois et demi de prépa en vrai au lieu de 3 mois. Et comme quoi, il faut jamais abandonner, il faut toujours croire en soi. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Je suis hyper fière. Franchement, je voulais me prouver que j'étais capable, je suis capable, donc non, je suis hyper fière. Je suis désolée, je suis très émue. Je suis hyper fière.
Alors Juliette, pour donner un peu de contexte, là on est sur la finish line et il y a une poussette avec ton petit garçon d'1 an, je crois, avec marqué supporter de maman. J'avais pas le choix, il fallait que je passe la ligne d'arrivée dans ces conditions, avec autant de supporters, ouais, j'avais pas le choix. Alors, marathonienne, je crois que c'est ton 2e ou 3e marathon. Comment on arrive à préparer pendant 12 semaines un marathon avec la responsabilité d'un enfant et puis un travail, j'imagine, aussi à côté? Ouais, je dois admettre que je l'ai pas énormément préparé ce marathon, pas aussi bien que ceux que j'ai pu préparer avant d'avoir un enfant. Mais voilà, c'est une petite source de motivation supplémentaire, donc on achète une bonne poussette de running et puis on s'équipe et c'est parti quoi. Il m'accompagne sur mes sorties. Et ça n'a pas été trop dur justement la reprise un peu postpartum avec l'arrêt de la course à pied? Ouais, si, très 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 dur. Moralement, physiquement, tout a changé, donc pas évident, mais en fait le goût de la course il est toujours là, donc on s'y remet quoi. Bon bah félicitations, et puis je suis sûr que le petit là dans quelques années c'est peut-être lui que j'interviewerai sur la ligne d'arrivée. Retour au studio, comment bien récupérer après son marathon? Combien de temps attendre pour reprendre l'entraînement après avoir couru 42 km 195? Est-ce que les bains froids, la cryothérapie ou encore les bottes de compression peuvent-elles nous aider à bien récupérer? Eh bien, toutes ces questions et bien d'autres encore, on va les poser à Laure Candy, sport scientiste et maître de conférence à l'Université d'Orléans. Salut Laure, t'as couru toi le marathon aujourd'hui de Paris, est-ce que ça s'est bien passé? Bonjour à tous déjà, bonjour, merci de m'accueillir. Oui, j'ai couru, c'était dur effectivement. T'as pas la Toi aussi médaille? tu l'as senti, ouais. J'ai pas mis ma médaille, Ah. mais la description qui a été faite par Johan Ok, est exacte, c'était ça. très précise. Voilà. Alors on va parler de récupération. Toi j'imagine Johan qu'après un marathon tu avais peut-être un petit protocole de récupération et tu négligeais pas sur ça. Oui, moi je faisais attention. Mon premier protocole de récupération, moi, c'était de continuer à bien m'alimenter pendant 24 heures. Parce Je croyais que t'allais dire c'était bière pizza. Non, justement. Après mon premier marathon, j'ai fait cette erreur-là. J'ai eu le bide en vrac, mais pendant une semaine, je crois. Tu vois, je m'étais dit, vas-y, je me lâche après le marathon, c'est bon. Ras la casquette de manger des pâtes, de faire attention, boire de l'eau, machin truc. Et maintenant, dans une Ce que logique. tout le monde fait en vrai, hein. Oui, voilà. Mais dans une logique pour mon corps, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être pas abuser. Et du coup, ouais, c'est vrai que moi, dès la fin de course, je reprends mes boissons d'effort, je rebois énormément, je mange des pâtes à 14-15 heures parce que t'as pas faim avant ce moment-là, mais tu remanges des pâtes le dimanche après-midi, pareil le soir, et puis je me fais plaisir à partir du lundi, mais j'essaie quand même de recharger un peu parce que là, c'est ta voiture, elle est totalement abîmée, donc là, si tu repars... Justement, j'en parlais tout à l'heure avec mon producteur Pierre-Emmanuel, je lui disais on va faire un petit focus récup sur vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, mais il me dit mais Guillaume, les gens après le marathon, ils ont qu'une envie, c'est d'aller au McDo. Mais oui, mais on va leur dire que non. D'arrêter de plus rien faire. Donc bon, je sais qu'on peut avoir tendance à ça, c'est normal après un premier marathon, mais voilà, si vous êtes un peu plus expérimenté, que vous voulez un petit peu plus vous améliorer. Le premier, tu fais ça, mais après tu le feras plus cette erreur. Là, on va voir justement comment vraiment bien récupérer. Donc ne culpabilisez pas si ce n'est pas votre protocole de récupération, mais on va voir comment bien récupérer. On va voir parce qu'il y a 3 temps. Il y a juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Il y a quelques jours. Il y a les heures qui suivent, tu parlais du plat de pâtes 3 heures après, et il y a les jours d'après. Voilà, et chaque moment a sa partie un peu stratégique. Justement, Laure, souvent, on recommande aux coureurs de faire un petit footing de décrassage. Et c'est vrai que le footing de décrassage, après avoir couru, c'est le truc qu'on va un peu squeezer. Mais ça peut aussi être un peu une tradition, tu vois. Est-ce que vraiment courir, même limite faire une marche active de 10-15 minutes, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que la science, elle pense que c'est une bonne chose ou c'est plutôt de l'ordre du spirituel, de la tradition? En fait, la question à se poser, c'est récupérer pour quoi? C'est-à-dire récupérer pour avoir moins de courbatures, moins de dommages musculaires, être tout simplement bien. Et en fait, on va déconstruire malheureusement tout de suite cette croyance, c'est que sur marathon, les douleurs musculaires et les dommages musculaires qui sont induits par l'effort, malheureusement, la récupération active va pas pouvoir le faire. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça Donc pas change besoin rien. d'aller faire Pas besoin de courir. 15 Ça, minutes c'est après, bon. on peut aller directement récupérer tranquille. sa médaille et se poser, quoi. La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, ce que les études démontrent, c'est que la récupération active, elle permet d'abaisser les taux de lactate et de restaurer les taux d'ATP dans la cellule musculaire. Et donc, elle est surtout intéressante quand on est en grand championnat, quand on est des athlètes qui enchaînent, Les compétitions. c'est ça. Et Après là, des entraînements. Quand tu fais du 800 mètres, c'est vrai que tu enchaînes quasiment tous les week-ends. Exactement. C'est pour ça que la récupération active, elle est importante à l'entraînement, pendant la prépa. Par contre, après le marathon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les courbatures qui sont celles du marathon, c'est vraiment un dommage musculaire intense. Et il y a un processus inflammatoire qui se déroule en fait dans la cellule musculaire. Et en fait, les études démontrent qu'il vaut mieux ne rien faire que de le faire. D'ailleurs, il y a une étude qui est intéressante là-dessus. Ça, j'aime bien ça. Ça me plaît, ça. On a comparé 2 groupes de coureurs. Il y a un groupe de coureurs à qui on a dit vous allez faire une récup active de 20 à 30 minutes à 50% de VO2 max. Donc Après le marathon?
Ouais, c'était Il y vraiment avait des très doux. motivés. Ouais. Fallait mieux être dans le deuxième groupe, à mon avis. Ouais, mais 50% de VO2 max, c'était presque une marche active, on Oui. va dire. Voilà. Et il y a un groupe de coureurs à qui on a dit de ne rien faire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le premier groupe qui avait fait une récupération, il est plus performant le lendemain du marathon, contrairement à l'autre groupe. Par contre, le groupe qui ne fait pas la récupération, lui, il va être beaucoup plus performant dans les jours d'après, et donc Ouais, il va évidemment. pouvoir reprendre une Hyper activité intéressant. physique. Ouais. Néanmoins, il y a quand même, j'imagine, des bonnes pratiques à avoir. Je pense à l'hydratation. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même, si on veut essayer de pas trop mettre son corps à rude épreuve, est-ce que tu peux nous partager quelques pratiques juste après vraiment avoir franchi la ligne d'arrivée? C'est dans les la demi-heure qui suit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, Johan donnait encore, on voit qu'il y a de l'expérience, donnait un conseil très pertinent sur la réhydratation et notamment avec un apport glucidique aussi très vite. On parle souvent de ce concept de fenêtre métabolique. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Voilà. Bon, aujourd'hui, sur le concept de fenêtre métabolique, en fait, on a considéré que c'était quand même une fenêtre qui pouvait aller de 30 minutes à 24 heures. Donc en fait, ça c'est pouvait... large. Voilà. Et notamment plus l'effort est C'était long. un peu un truc de vendeur de compléments alimentaires, ça. Ouais, alors pour expliquer la fenêtre métabolique à ceux qui la connaissent pas, c'est un concept selon lequel on va aller consommer des glucides pendant cette fenêtre parce qu'on rechargerait mieux nos stocks pendant cette fenêtre. En fait, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend Et on te vendait la petite barre spéciale fenêtre métabolique à 8 euros. Enfin, peut-être pas à Malgré 3,80 tout, l'exemple de Johan, il est super bon parce qu'en fait, consommer tout de suite des glucides après l'effort, c'est important pour plein de raisons. Déjà pour limiter la fatigue après l'effort. Et comme tu le disais très bien, au final, on n'a pas envie de manger en fait tout de suite après. Et donc consommer une boisson énergétique après l'effort, c'est intéressant parce que ça apporte des glucides, ça apporte des macronutriments et ça apporte de l'énergie. Et ça, c'est vraiment important. Après, bien sûr, il faut s'hydrater aussi sur d'autres aspects parce qu'on estime qu'on perd environ, c'était des moyennes bien sûr, mais 5% à peu près de notre poids de corps en eau pendant un marathon. Alors surtout sur des conditions quand elles sont chaudes et humides. Peut-être comme aujourd'hui, il y avait des points d'eau à plein d'endroits et je pense qu'il y avait vraiment des pertes hydriques qui étaient importantes. Et pour ça, moi, le conseil que je donne, c'est quand même d'aller vers des électrolytes parce qu'on perd beaucoup de calcium, de potassium qui sont des minéraux essentiels à la contraction musculaire mais aussi au fonctionnement de l'organisme. Alors, on entend souvent parler des boissons comme Vichy, Saint-Yor. Ouais. Moi, j'aimerais bien en faire la pub parce que c'est ma ville, je vis en Vichy. Attends, tu vas pas nous dire qu'on s'impose à ça parce que entre Malgré nous, tout. c'est dégoûtant la Saint-Yor. Je sais pas si vous avez déjà bu ces eaux-là. Alors moi, il faut que je la mette au frigo, faut qu'elle soit hyper fraîche. Alors me dis pas que je me suis imposé des cures de Saint-Yor pour rien parce que là. Alors en fait, ça dépend de la concentration en minéraux que tu peux avoir avec des électrolytes. Aujourd'hui, on a quand même des pastilles d'électrolytes qui sont très très bien dosées, très très bien faites. D'ailleurs, c'est vraiment un conseil qu'on donne pas nous en tant que scientifiques. On dit ne faites pas vos boissons électrolytiques vous-même parce qu'en fait, on n'arrivera jamais au dosage. Pourtant, c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend toujours, ça. Qu'on peut le faire. Même nous, on donne. Mais après, c'est peut-être plus dans une recherche de très haut niveau. C'est quand même mieux de. Voilà, même moi, je les faisais moi-même. Je mettais souvent du jus de raisin, un petit peu de sel, et puis franchement, ça. En tout cas, pour mon niveau, et j'étais pas très puissant, pas très fort. J'étais pas Johan, mais je courais 8 fois par semaine. Donc, Mais c'est vrai que pour le coup, les boissons électrolytiques, elles se sont très bien développées ces dernières années. Ils font des produits de vraiment grande qualité. Bon, ça plaira aux Nitri. Tu vois, après les avoir un peu tapés, là, ils vont dire c'est bon. Elle se rachète. Ouais, c'est quand même mieux dosé en fait. C'est une histoire de concentration d'ions en fait. Et c'est compliqué d'arriver au bon dosage, mais à le bon équilibre. Pas d'étirement? Juste pour terminer sur l'hydratation, vas-y. moi je conseille vraiment des électrolytes dans un premier temps. Et ensuite, on peut aller vers des boissons type Saint-Yor, Vichy. Mais quand on les aime pas, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut alterner, on peut. Donc ça, c'est niveau hydratation. Niveau nutrition, on n'a pas parlé des protéines. Il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment très important. Mais là, on est dans la demi-heure qui suit. Ouais, mais ça peut être important d'avoir des protéines aussi dans sa boisson de récupération. Ah d'accord, tu le vois comme ça. Ouais. C'est vrai que maintenant, de plus en plus de marques intègrent des protéines dans les boissons. Ouais. Y en a, Parce que finalement, les protéines, elles ont vraiment un rôle au global, au quotidien, dans la construction des tissus. Mais il y a aussi cette fenêtre un peu pour les protéines. Ça, c'est aussi après la fenêtre métabolique, on parle maintenant de la fenêtre de protéines pour la reconstruction. Exactement, ouais. Dans la reconstruction des tissus, et effectivement, ça peut être important. Ouais. Donc après, les étirements. Voilà, les étirements. Est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner, de s'étirer les... Bon, voilà, alors là, j'ai ma petite idée. Moi, je dis non. Tu dis non? Ah ouais. Ouais. Sauf si tu veux. Fais gaffe parce que depuis tout à l'heure, là, déconstruis tout là. Non. Non, pourquoi tu dirais non spontanément? Spontanément, je le déconseille. Parce que les muscles sont. Les muscles sont tellement abîmés, lésés par la contraction musculaire de l'effort là, c'est un peu dangereux de les étirer. Ouais. On va relancer pas le dans débat la sur les demi-heure en étirements, tout cas. En fait, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, on n'est pas capable de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et en fait, il y a des études qui vont montrer qu'on peut gagner en récupération plus rapide, mais il y a aussi à l'opposé, et surtout des études qui démontrent qu'on peut casser plus de fibres. C'est ça. Et du coup, moi, comme je dis toujours, dans l'équilibre bénéfice-risque,
il vaut mieux pas aller vers du risque. On a d'autres techniques pour récupérer. Et je dis, vaut mieux assurer. Alors après, je pense que ces études-là, elles ne mettent pas du tout en avant la répétition des étirements chez les gens. Il y a des gens qui s'étirent beaucoup, d'autres qui s'étirent En fait, peu. si ça nous fait du bien, il faut s'étirer. Et si ça nous fait pas du bien, il faut pas le faire. C'est quoi, souvent tout la simplement. conception qui est donnée aujourd'hui, en fait. Si vous étirez vous fait du bien, faites-le. Si vous étirez vous fait mal, ne le faites pas, en fait. Et c'est plutôt un bon conseil, je trouve. Alors, si on passe maintenant au repas un peu du soir, on est 2-3 heures après son marathon. Globalement, voilà, son assiette. Alors, voilà, si on veut se faire un fast-food ou une pizza, bon, si. Je tiens à dire que j'en ai vu manger le buffet avec Ouais. les petites tartelettes Attends. aux fraises. Je balance. Ouais, on donnera les noms tout à l'heure et on ira, voilà, on mettra un petit peu de lentilles. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, fais-nous un petit peu la composition d'une bonne assiette post-marathon. Buffet équilibré. Buffet avec des produits plutôt sains. de Ouais, qualité. on a veillé quand même. On a Donc, dit on a des sportifs. Ils viennent du marathon, on a quand même veillé au grain. C'est ma réponse, en fait. Mais il faut des glucides. Hein. Je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à se dire que là, on donne des conseils à vraiment aux gens qui veulent optimiser leur récupération. Et il faut vraiment qu'on arrive à se dire que si les gens ont envie de se faire plaisir, c'est aussi important parce qu'au final, on a fait un gros effort, on a dépensé beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup de sacrifices pendant la préparation, comme le disait Océane, et du coup, c'est important aussi. Si on veut vraiment optimiser, c'est sûr qu'il faut aller vers des produits qu'on appelle vrais, peu transformés, donc plutôt aller recharger en macronutriments et en micronutriments. Et en fait, plus le produit va être transformé et issu de l'industrie, moins on va avoir de macro et de micronutriments. Donc bien sûr, aller vers une assiette équilibrée, tout simplement. Des protéines, un shaker de whey. Parce que souvent, moi, j'entends souvent des sport scientists où ils te disent oui, les produits transformés. Mais la whey, il n'y a pas plus ultra transformé. Alors, c'est toujours ce double discours. Donc, est-ce que ça peut être intéressant de se prendre un petit shaker de protéines Quand après ? je parle de produits ultra transformés, je parle vraiment de produits qui sont pauvres en micronutriments et en déséquilibrés dans les macronutriments. C'est-à-dire que c'est souvent des produits qui sont gras et salés et peu justement protéinés et glucidiques. Donc effectivement, le shaker de protéines, ça reste un produit qui est transformé, mais malgré tout qui va nous apporter beaucoup de macronutriments en protéines. Et on en a parlé tout à l'heure. Pour restaurer la fibre musculaire, les protéines, elles sont indispensables, mais vraiment indispensables. Donc tu peux nous faire une petite assiette. Voilà, tiens, toi par exemple, là, t'es sport scientiste. Voilà, j'imagine que ce soir, tu vas te régaler. Alors et soyez honnête, hein. Elle va nous dire non, moi, je vais pas vous dire ce que je vais manger parce que je suis dans des conditions particulières. Voilà, de la route tu vois, c'était sûr. Mais ça. si je devais me faire une assiette idéale, j'irais vers des crudités. Vraiment, en entrée parce que le légume cru, en fait, c'est là où on a le plus de micronutriments. Il n'est pas cuit, il n'est pas. Mais un peu dur à digérer quand même. Voilà, bien sûr, Après ça dépend ouais. si c'est quelque chose Évident. qu'on digère bien, etc. Donc, si on digère moins bien les légumes crus, on peut aller vers des légumes cuits à la vapeur, comme ça c'est parfait. Et puis effectivement, une assiette vraiment riche en protéines et en glucides, c'est important, on en a parlé, la recharge glucidique, elle se poursuit. Donc du poulet, de la viande blanche, du saumon, des poissons. Si on n'est pas végétarien, on peut aller effectivement vers ça. Après, si on est végétarien, il y a des bonnes assiettes bien composées de légumineuses et une céréale. On sait que ça produit tous les acides aminés essentiels. Voilà. Et puis après, je pense que le conseil de Yohan était bon de dire surtout ne pas se forcer à manger trop vite parce que parfois on est écœuré. Souvent, ouais. Ouais. On a mangé beaucoup de boissons d'effort assez sucrées, des gels énergétiques hyper dosés aussi en sucre, et c'est vrai qu'on a souvent cette sensation de plus pouvoir manger On est gavé. Ouais, on est un petit peu gavé, donc effectivement il faut que l'appétit revienne. On a surtout le ventre aussi qui est un peu torsadé par l'effort, on a mal au ventre, on a souvent cette barre à l'estomac, donc faut prendre le temps de récupérer un peu tous ces moyens pour après se faire plaisir. Pas de bière, la bière, c'est pas la meilleure boisson de récupération, on va briser un mythe aussi. Bon, je pense que l'alcool les auditeurs le savent, mais bon, faut quand même le répéter. Il y a de l'alcool de bière dedans, et on sans aide à récupérer. Mais... Ouais, la bière sans alcool, c'est très bien. Voilà, faut enlever l'alcool, ouais. Bon, c'est vraiment... Parce que là, 2 verres, ils tombent tous, hein. Ouais. Je vais bien le croire. Alors on va se projeter un petit peu plus longtemps maintenant. La cryothérapie, les bains froids. Si on veut mettre un petit protocole de récupération, est-ce que ça peut être intéressant de programmer ça ? Il y a toujours des offres, cryo. J'ai vu toutes les boîtes de cryo à Paris, là, ils font des offres post-marathon et ils essayent un peu de... Déjà, on va peut-être rappeler ce que c'est la cryothérapie pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment l'utilisation du froid à visée thérapeutique. Donc là, pour le coup, il y a vraiment des études qui démontrent des effets intéressants. C'est pas par hasard si l'INSEP s'est doté de... Je pense que peut-être que tu l'as déjà essayé. Oui, cryothérapie corps entier. J'ai tout fait, moi. Ouais. Cryogénisé. Et alors sur la il aime bien les expériences. Non, sur la cryothérapie corps entier, j'ai pas trouvé que... Enfin, je suis pas ressorti de là en me disant je suis nouveau. Ça, c'est sûr. Après, sur le côté bain froid, le fait de s'immerger dans un bain froid à 5-6 degrés pendant quelques minutes,
là, il y a un petit côté frais, antalgique, où tu as l'impression d'être un petit peu mieux quelques minutes après. Mais sur le long terme, je trouve que ça fait du bien psychologiquement en plus de mettre un petit peu. Ah, toi, frais. t'aimes bien un bain froid? Ouais, moi j'aime degrés, bien. ouais. Mais après, c'est pas que ce protocole-là qui va faire que vous allez bien récupérer. Après, quand t'es habitué, c'est vrai que c'est dur au début, les bains froids, Oui. mais quand t'es habitué, après ça va. Ouais, t'aimes bien ça, quoi. C'est une bonne remarque de dire c'est pas que ça, déjà, c'est important de bien le rappeler, mais peut-être qu'il faut aller plus loin en fait, c'est-à-dire le reproduire à plusieurs reprises. Fois, parce que le froid a quand même des propriétés anti-inflammatoires. Parce qu'en fait, on a démontré que parce qu'on va mettre du froid sur le corps va doter les molécules de sang avec une hormone anti-inflammatoire. Et donc, ça va quand même traiter ce côté, on en a parlé, on a dit que ce qui nous faisait mal, c'était parce que la cellule musculaire, elle avait notamment une inflammation. Et donc, le fait de répéter des bains froids plusieurs fois et pas une seule fois, ça peut vraiment quand même aider ce petit côté anti-inflammatoire. Et petit conseil, parce que évidemment, si ce soir, voilà, vous voulez vous faire, parce que c'est quand même très, voilà, c'est accessible. Si vous avez la chance d'avoir un bain, parce que pas tous les appartements, si on est à Paris, dans les grandes villes, ont des bains, mais si vous avez une baignoire, alors évidemment, l'eau, elle sort, elle est à température froide, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et donc un petit conseil, c'est alors soit vous achetez des pochettes de glaçons en amont, vous remplissez, vous mettez dans le congèle, soit sinon vous remplissez des bouteilles d'eau. Alors plutôt des bouteilles d'eau bas de gamme parce que le plastique est facile à déchirer parce que voilà, et donc pour du faire cristalline des glaçons, et tout. Vous mettez l'eau, vous mettez ça en congèle, vous sortez des gros blocs et vous mettez ça dans le bain et là vous allez arriver à une température qui va refroidir. Les études montrent que c'est à partir de 8 degrés. Hein. Ouais, donc il faut que ça soit vraiment froid et voilà. Et 8 degrés, c'est froid. Hein. C'est froid, ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils justement dans les jours qui suivent? Parce que la question que peut-être se posent aujourd'hui nos auditeurs et puis les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, c'est à partir de quand je reprends l'entraînement? Ouais, alors effectivement, la question de la reprise de l'entraînement, elle est assez importante et pour le coup, elle peut vraiment menacer la reprise d'une activité sur du long terme et on en parlait tout à l'heure. En fait, ce qui est aussi important, c'est quand même de pratiquer longtemps, toute la vie, parce que c'est bon pour la santé. Et donc, pour le coup, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Alors, il y a l'étude dont on a parlé tout à l'heure qui était intéressante, de dire, tiens, si on fait une récup active, on va pouvoir moins reprendre rapidement. Il y a une autre étude qui a montré en fait que si on faisait des footings de 20 à 40 minutes dans les jours qui suivent un marathon, ça pouvait retarder le processus de récupération. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je pense que ça dépend du volume, ça dépend de l'habitude que l'on a à courir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de ces pratiques de dire faites des sports portés, dans lesquels il n'y a pas d'impact, dans lesquels il n'y a pas de choc. Vélo, natation, bien sûr. Voilà, vélo elliptique, vélo, natation, il y en a plein. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de ne pas reproduire à nouveau des chocs comme on a eu pendant 42 km. Et donc, l'idée, ça va être de reprendre ça. Après, comme on l'a dit tout à l'heure sur l'aspect psychologique, il faut aussi peut-être se donner une fenêtre. Et en fait, ça va dépendre de chacun. C'est-à-dire, il faut accepter l'idée que si on n'a pas envie de reprendre tout de suite, on n'est pas obligé de reprendre tout de suite. C'est OK, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir aussi cette latitude et de se dire, j'ai fait une grosse prépa, combien de temps je me donne avant de reprendre? Effectivement, moi, je pense quand même que si au bout de 10 à 15 jours, vous n'avez toujours pas l'envie de reprendre, c'est peut-être... faut quand même peut-être se mettre un petit coup de pied aux fesses et se dire allez, j'y vais, parce qu'il y a peut-être une inertie qui va s'instaurer et on va se dire c'est facile en fait de rentrer le soir et finalement faut être pas dans trop le que ça dure canapé. longtemps parce qu'après on prend C'est on ça, devient un donc, peu feignant. Hein. Moi je pense qu'au bout de, je sais pas ce que t'en penses, Johan, mais au bout de 10 à 15 jours, c'est parfait, c'est bien de se mettre un petit coup de pied aux c'est fesses. ça. Si on n'a pas ça, tranquillou, juste un petit footing, Ouais. Vraiment pas de stress, pas de chrono, on s'en moque. Puis là, l'avantage, c'est que les beaux jours arrivent, il fait toujours tard maintenant, donc voilà, là il faut bien récupérer et après repartir tranquillement. Après, ce qui est important, c'est les sensations qu'on va avoir pendant ces footings, à mon sens. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin, trop vite, trop rapidement, en fait. C'est-à-dire vraiment écouter son corps. Ouais, et pas de douleur, en fait. S'il y a douleur, il faut s'arrêter, en fait. Ça, je pense que c'est super important. Super, merci infiniment. Laure, on se retrouve bientôt parce que tu vas animer dans quelques semaines, un mois, on n'a pas la date exacte, mais une petite capsule justement sur les coureurs à pied, sur la performance, où tu vas décrypter un petit peu pour nous les secrets des grands champions, parce que c'est vrai que il y a des Usain Bolt, on a des Eliud Kipchoge, Johan Durand, et on se demande un petit peu quel est leur secret, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à surpasser tout le monde, et c'est ce que tu vas analyser pour nous. Merci infiniment pour tous tes précieux conseils, c'était super, je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Je vous propose maintenant qu'on passe à la dernière partie de cette émission. On va se plonger un peu dans le passé. Imaginez, on est le 18 septembre 1976 et c'est la toute première édition du marathon de Paris.
Ils sont 166 athlètes à prendre le départ de la course et c'est un certain Jean-Pierre Heudier qui remporte cette toute première édition du Marathon de Paris avec un chrono assez impressionnant quand même pour l'époque de 2h20,57. Eh bien aujourd'hui, ce Jean-Pierre, il est parmi nous et il va nous raconter son histoire. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Pierre Heudier. Bonsoir Jean-Pierre, merci beaucoup de t'être déplacé. En plus, je crois que tu viens de la Belgique, donc tu as fait un petit peu de chemin pour être avec nous aujourd'hui. Franchement, merci, c'est un vrai honneur et je suis sûr que ça fera très plaisir à nos auditeurs de découvrir un petit peu ton histoire. 126 athlètes, première édition du marathon. Ça ressemblait à quoi un marathon en 1976 ? Ça représentait autre chose que ce qu'on connaît depuis quelques années, en particulier aujourd'hui. Mais il faut se resituer vraiment 60 ans en arrière. Tout ce que j'ai pu entendre depuis une demi-heure est absolument passionnant et ça me fait regretter une chose, c'est d'avoir 78 ans. Parce que si je savais maintenant tout ce que je viens d'apprendre depuis une heure, franchement, alors si je pouvais faire un retour en arrière, un Back to the Future, j'aimerais bien. Car ce que l'on connaissait, ce qu'on savait, ce qu'on pratiquait il y a 50, 60 ans, n'a rien à voir avec ce que vous racontez aujourd'hui. Bon, ça ne m'a pas empêché de descendre à 2h15 en 80 fort, hein. Pour la sélection olympique pour Moscou, qui s'est mal terminée car il y a eu un mini boycott. Et seul le premier de la sélection olympique est allé. Et le deuxième et le troisième, c'est-à-dire moi, sont restés à la maison. Enfin, mais franchement, l'évolution est extraordinaire. Mais moi, j'ai commencé en 62. Mais contrairement à la majorité des gens ici, on commençait à l'époque par l'athlétisme dans un club structuré. Je suis du Havre, donc dans un club du Havre. Et on commençait par le cross, ensuite le 1000 mètres cadet, junior, 1500 mètres, 1500 steeple, etc., etc. Et après, je suis parti dans mes études aux États-Unis, où j'étais professeur, et j'ai fait mon premier marathon 71, vous imaginez, 71. Et là, j'ai couru, et là, je souhaite faire un petit clin d'œil à Johan. J'ai couru avec mes premières Onitsuka. Oui, Onitsuka Tiger. Alors Onitsuka, c'est historiquement. Vous connaissez. Exactement, voilà, c'est historiquement la marque ASICS, voilà. Exactement, j'ai couru avec ça. Alors, franchement, quand j'entends les nouvelles chaussures à 250, 300 euros, ça valait combien d'ailleurs à l'époque? Tu te souviens un peu du prix? Feuille de papier à cigarette, très légère. Aucune protection. Alors, le lendemain, bonjour les courbatures. Alors, en 1976, 126 athlètes au départ du marathon de Paris. Mais le parcours était très différent parce que je crois que là, c'était pas l'avenue des Champs-Élysées. Hein. À l'époque, c'était, je crois, plutôt du côté du Bois de Boulogne. C'est Bois de Boulogne. Quelle était l'ambiance un peu justement? Tu peux nous décrire un peu ce premier marathon? Honnêtement, c'était beaucoup plus difficile. J'ai refait un marathon de Paris en 82. Bon, j'ai terminé devant, par abandon, pour des problèmes gastriques, devant Notre-Dame qui tenait encore le coup à l'époque. Non, il était déjà beaucoup plus facile. L'année de 76, c'était vraiment très difficile, franchement. Il y avait des montées, des descentes tout le temps. Et c'était uniquement à partir de Jambouin, départ de Jambouin, 7-8 tours en 8 dans le Bois de Boulogne, avec des montées, des descentes et retour à Jambouin. Et à l'époque, c'est vrai que l'athlétisme, voilà, plus que la course à pied, le running, on parlait d'athlétisme, le marathon, c'était, je ne vais pas dire une distance à part, mais c'est vrai que ce qui était valorisé, c'était la piste, c'était le 1500 mètres, c'était le 3000 mètres. Absolument. Il y avait évidemment les marathons olympiques, mais le marathon, on va dire amateur ou semi-élite, Oui. c'était quelque chose qui intéressait pas vraiment les coureurs, bizarrement. Tout à fait. Mais tu l'as dit tout à l'heure, à juste titre, c'était une affaire de vieux. Relativement, parce que j'avais 30 ans à l'époque, on n'est pas si vieux que ça. Mais c'était prévu pour les athlètes qui avaient fait de la piste, 5000, 10 000. Moi, j'ai fait que du 5000, 10 000 pendant des années. Et on faisait accessoirement un marathon, surtout si on avait de l'endurance. Et c'est comme ça que j'ai pratiqué le marathon dès les États-Unis, 71, 72, 73. Et en France, rentré en France en 73, 74, 75. Et en 76, j'ai eu le bonheur de gagner le championnat. Mais qu'il était ouvert à tout le monde. Seulement, il y avait si peu de personnes intéressées par un marathon que sur les 150 ou 200, je ne sais plus très bien, 80% étaient des anciens athlètes, des athlètes qui faisaient du 10 000 et qui ont fait un marathon. Et il y avait, à mon avis, 30, 40, 50 personnes qui se lançaient comme ça dans le marathon. Mais sans... Parce que c'était les championnats de France. Le marathon de Paris était support des championnats de France. Donc il y avait que 30 personnes hors championnat de France. Exactement. Mais tout le monde pouvait participer.
Et comme j'ai gagné, j'ai été champion de France cette fois-ci. Bravo. Quoi. Bravo. Et à quoi ça ressemblait un plan d'entraînement dans les années 70 marathon? C'est J'imagine que ChatGPT. voilà, parce qu'il n'y avait pas de ChatGPT, je pense, à l'époque. Oubliez tout ce que vous avez pu entendre tout à l'heure, parce que là, je parle en tant que diplodocus. C'était entièrement différent. Non. Je faisais pour ma part quand même 140, 130, 140, 150 par semaine pour préparer un marathon, mais on faisait pas mal de pistes. Peut-être qu'on en fait moins maintenant, probablement. C'est-à-dire combien? Moi, je ne sais pas si tu as les souvenirs qui sont exacts, mais. On faisait des 20 x 400, on faisait des 6 x 1000. Avec 200 mètres de récupération. Ça n'a pas tant changé, hein. On retrouve ça ouais. encore. Hein. Après, on va sur la piste une fois par semaine. Ouais, je dirais. Je sais pas et combien de toi, fois c'est vous y globalement, allez. tu y allais. C'était moitié-moitié sur la piste et moitié. Non, quand même. Une fois par semaine, quelquefois deux, mais le reste du temps. Ça n'a pas tant changé. Hein. Des footings longs et surtout 25-30 tous les dimanches. Ah oui, la sortie c'est ça, longue. Ouais. Ouais. C'était quasiment même 30 bornes tous les week-ends. Oui. Hein. Oui, absolument. C'est ça. Et Parce que moi, stage, mon papa aussi courait et c'est vrai qu'à l'époque, C'était ça. nous, on a une fois 30 bornes et c'est vrai que et dans un plan d'entraînement, alors qu'à l'époque, c'était quasiment tous les week-ends. 30 bornes dans forêt, souvent. Voilà, et c'était un peu la norme, quoi. Et des fois, il fallait même pas boire parce que ça alourdit. Oui. Voilà, c'était. On a commencé à apprendre à se s'hydrater quand même en course, un peu plus tard. Mais les progrès en matière scientifique, médicale sont considérables, honnêtement. Comment c'était perçu socialement? Parce que souvent, on était un peu pris pour un fou quand on courait. Les gens nous regardaient, mais qu'est-ce qu'il fait dehors? Qu'est-ce qu'il fait lui? On nous regardait comme des bêtes curieuses. Ouais, J'ai eu un l'occasion extraterrestre. de dire à un journaliste il y a quelques années, un journaliste du Monde, je lui ai dit, il en a fait un titre, on nous regardait comme des bêtes curieuses. Oui, c'est vrai. Je me rappelle chez moi, quand je quittais ma maison chez mes parents au Havre, j'allais courir dans la rue. Pourquoi il court, lui? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, mais même avec un peu dédaigneux, quoi. C'était vraiment, mais pourquoi il court, lui? Dédaigneux. C'était même péjoratif, hein. C'était pas. C'était pas très bien vu. C'était pas très bien vu. On se demandait qu'est-ce que vous faites là. En forêt, pas trop de problèmes. Mais les coureurs se cachaient. Hein. Les coureurs se cachaient. Hein. Sinon, on n'avait pas de problème. Les coureurs souvent se cachaient même. Hein. Voulaient pas trop courir. C'était vraiment courir dans la rue, dehors, en short. C'était voilà. Oui. C'était pas bien perçu. Non, c'est vrai. Non. Mais c'est pour ça que ce que j'entends, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire maintenant. L'engouement par rapport à 60. Mais tout a changé en 60 ans. Ça vaut pas seulement pour la course à pied. Mais là, on parle de course à pied, de marathon. C'est un monde différent. Quel regard justement tu portes aujourd'hui sur le marathon? C'est vrai que c'est une course qui a dépassé, j'ai l'impression, le monde de la course à pied. Elle appartient plus aux coureurs, cette distance. Elle appartient plus à l'athlétisme. C'est du domaine public, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont vécu des moments difficiles, des séparations, qui ont vécu des maladies parfois. Et c'est devenu un symbole. Et on vient faire un marathon quelquefois pour se reconstruire. Et toi, voilà, quel regard tu portes justement sur tout ça, sur cette évolution? Et voilà, c'est quoi ton avis par rapport à cette démocratisation du sport? Je pense que toute démocratisation est vraiment souhaitable. Je n'ai jamais pu connaître ça dans ma carrière, puisque j'ai arrêté à 50 ans la compétition, et ça fait un certain temps. À l'époque, on ne pouvait pas parler d'un effort pour mieux se sentir grâce au marathon. Mais on voit que maintenant, l'engouement est tel que sur 50 000 personnes, je suis convaincu qu'il y en a des centaines et des centaines, peut-être même des milliers, qui suivent cette voie, comme tu le dis, pour sortir de leurs difficultés, effacer certains mauvais souvenirs, mieux se sentir, lutter contre la maladie également, certaines maladies, certaines pathologies. Donc, de ce point de vue-là, c'est extraordinaire. Pourquoi tu courais, toi, à l'époque, justement? Qu'est-ce qui te motivait à t'entraîner, à courir? On commence par un cross scolaire, comme beaucoup de gens, puis après, à 16 ans. On s'aperçoit, je jouais au foot. Ah bah, c'est la même histoire que moi. Et j'étais bon au foot, j'étais un bon gardien, j'adore le foot toujours. Et la course, c'était une épiphanie, une découverte. Quand j'ai fait ce cross, que j'ai failli gagner, j'ai été battu au sprint. J'ai été souvent battu au sprint. C'est pour ça l'endurance. Plus tard. Mais j'ai découvert que la course à pied, c'est extraordinaire. On est seul et on se lutte. On lutte contre soi-même. Notre collègue tout à l'heure disait le dépassement. Et à partir de là, on court toujours, on passe les catégories, on essaie d'être champion de Normandie junior, on essaie d'être dans les meilleurs seniors, etc., etc. Mais le marathon, parce que le marathon, c'est pas les crosses, c'est pas la piste. Non. Le marathon, c'est une course un peu à part. Oui, mais à l'époque, on y venait progressivement, si tu veux. C'est-à-dire qu'on faisait du 5 000, 10 000, et puis
comme les courses sur route commençaient, parce qu'elles n'ont pas commencé en 76. Et la plus vieille course en France, c'est Sedan-Charleville. C'est vrai, ouais. Une très belle course que j'ai pu faire. Bon, ça a plus de 100 ans. Donc, un marathon, on le faisait pour se tester. Moi, je me suis testé, puis j'ai vu que ça marchait. Donc, on continue. Mais c'est vrai qu'il faut se remettre un peu parce que, je ne sais pas si tu sais, Johan, mais la démocratisation de la course populaire, là, Ouais. alors, Jean-Pierre, c'était quand même champion de France, il avait couru, mais il y a aussi, fin des années 70, et tu as dû le constater, l'essor du marathon populaire, l'essor de la course populaire. Et il y a plein de petits 10 km, semi-marathon, marathon qui se lançaient. Le jour, ouais. Et les instances officielles n'ont pas vu ça d'un très bon œil parce que ça échappait au monde fédéral. Et donc, ils interdisaient, pour ça qu'il y a beaucoup de courses de 9 km, 60, des corridas. Oui, des corridas. Et leur moyen, c'était justement de ne pas valider les 10 km et de faire des courses un peu, hors distance, il laissait ça un peu au populaire, à la masse, et il se gardait un peu les 10 km. Et c'est ce qui explique qu'on a les 24 Paris, qu'on a des courses un peu, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des distances un peu bâtards. Et c'est vrai que ce côté populaire, il n'a pas été très encouragé. Est-ce que toi, tu l'as vu arriver justement, ce côté populaire? Je l'ai vu arriver justement dans les années 75, 76, 77. Là, vraiment, il y avait des courses un peu partout. Bonne-Étable, dans la région normande, enfin, tant d'autres, Orevan, en Bretagne, enfin, énormément de courses. Mais on voyait bien que la fédération freinait des cas de fer. Ça ne leur plaisait pas. non, parce que ça retirait. Les gens n'étaient pas licenciés. Ils ne payaient pas leur. Oui, juste un certificat médical, ça suffisait à. Non, même pas, non, sans même rien. pas. Non, à l'époque, non, oui. tu parles, ouais. Donc, ça échappait à tout contrôle. Donc, ça ne plaisait pas à la fédération qui voyait d'éventuels clients. Et qui parlait de risques, de dangers. On se souvient aussi aux femmes qui en prédisaient et qui décourageaient même un peu. Absolument. Mais le succès était tel, l'existence d'une émission comme la tienne, que progressivement, la fédération ne pouvait plus rien faire. L'enthousiasme était tel, la volonté des gens de participer à une course sur route ou un peu plus tard le trail, était telle qu'on ne peut pas les freiner. On ne peut pas freiner l'enthousiasme des gens. Et puis c'est une bonne chose, heureusement aujourd'hui, parce que aujourd'hui il y a plein d'athlètes qui vivent de cette passion-là, il y a plein de cette démocratisation permet de faire vivre un écosystème et puis d'encourager les gens à se dépasser. Alors, avant de se quitter, le 18 septembre 1976, départ au Bois de Boulogne, est-ce que tu aurais imaginé un jour, presque 50 ans plus tard, que ces 126 athlètes allaient se transformer en 54 000 personnes sur les Champs-Élysées? Est-ce que tu as été le tout premier? Est-ce qu'un jour tu aurais cru que cette chose allait arriver? Non, honnêtement pas. Parce que même, j'ai failli participer à Boston quand j'étais aux États-Unis, mais ça représentait quelques milliers, 2-3 000 coureurs. New York n'avait toujours pas été organisé. Je crois que ça commençait en 77 ou 76. Non, les chiffres de maintenant, New York, Berlin, même Paris, maintenant, ça y est, rejoint les grands chiffres. Non. Mais il y a autre chose. Tu l'as dit, les réseaux sociaux jouaient énormément. Et à notre époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait un petit peu Spiridon, il y avait des petits magazines. Ah oui, mais c'est intéressant. Oui. Il fallait pouvoir les trouver un peu. Spiridon et Monsieur Tamini. VO2 aussi, plus tard. Tout à fait, oui, absolument. Oui, puis VO2 et d'autres magazines. Mais ça a pris un tour, une accélération extraordinaire. Il n'y avait pas ce recul sur la pratique. Aujourd'hui, on voit bien que la course à pied, pour la santé, c'est quand même bien. On en a parlé tout à l'heure. Il y a quand même tous les outils pour faire en sorte que tu fasses une pratique dans des bonnes conditions, avec les montres connectées, que tu ne te blesses pas, que tu fasses... aujourd'hui, tu veux faire du renforcement musculaire, tu as accès à 10 000 trucs. Toutes les kinés aujourd'hui, c'est facile à aller voir. Tu peux on se rend pas compte à l'époque. Tu peux pratiquer sans aucun problème. Tu as tellement d'accès aujourd'hui. Tu as plein de courses. La préparation, maintenant, je le disais, si j'avais su il y a 60 ans tout ce qu'on sait maintenant. Non, mais c'est sûr. Non, j'aurais fait certainement beaucoup mieux. Bon, je travaille à plein temps aussi, ce qui fait que la récupération, tu l'as très bien dit, c'est très important. Mais c'est un autre monde, on ne peut pas comparer. Là, on parle de sport, mais pour d'autres secteurs, qu'est-ce qu'il y a à voir en 2024 avec les années 50 ou 60 ? Tu peux nous rappeler ton âge ? 78. 70, c'est incroyable. Et ça, vous ne les faites pas, vraiment. Comme quoi, le marathon conserve. Voilà, vous ne les faites vraiment pas. Alors là, dans quelques années, je crois dans 3 ans ou 2 ans, le marathon de Paris fêtera ses 50 ans. Est-ce que tu seras au départ ? C'est la question qu'on peut se poser. Je ne cours plus. Ouais, mais attends, t'as encore la forme là. Tu peux faire une petite prépa express. Là, Johan, il te fait un petit plan. Voilà. Non, le problème, c'est que je fais du sport 6-7 fois par semaine. Je vais en
dans un club de fitness. Donc tu es toujours pratiquant, c'est incroyable. Ah oui, ça, mais moi je j'adore. ne cours plus, je ne cours presque Oui, mais plus. tu fais encore du sport. Ah oui, tous les jours quasiment. Une journée cardio avec de l'elliptique et du rameur. Incroyable. Et journée musculation. Incroyable. Légère évidemment, hein, vous avez bien vu. et surtout gainage, beaucoup de gainage. Ouais. Le gainage. C'est très bien. Pour la course à pied, c'est essentiel. Ouais, c'est comme le bain froid. Au début, on n'aime pas trop, et après on s'y fait. Tu sais que c'est important. Mais j'ai 2 essuie-glaces dans ma voiture, mais j'ai un essuie-glace dans le genou, ça, malheureusement. Ah, mais ça, tout le monde y passe, malheureusement. Ouais, beaucoup de gens. Ouais. Et j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser, malgré la kiné, malgré la mésothérapie. Enfin, tout ça pour dire que je ne cours plus, ou accessoirement un petit peu, mais je me maintiens en forme. Bon, ça fait rêver, hein. Ah non, mais ouais, moi je t'imagine bien, voilà, 80 ans. Ce qui me fait 2h15 en 1980, c'est 2h20, 80, ouais, tout à fait. C'est monstrueux. Hein. Je pense que j'avais le matériel de 2h12, 2h13. Parce que le jour de la sélection olympique, on est passé sur 2h12 au 38e, et là j'ai pris un sacré coup de barre. Quand on parle de l'ours, les Américains parlent de l'ours qui vient sur les épaules. Le mur, ouais. Tout le monde connaît, au 37e, 38e. Ouais, c'est le mur, les Américains. Et là, les derniers kilomètres étaient très durs. Donc j'ai fait 2h16 exactement, mais je pense que je vais aller 2h13. Mais avec les chaussures, avec de meilleures connaissances. Avec tout ce qu'on sait, ça m'impressionne. C'est le passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Et voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Et ouais, le temps passe, j'ai passé vraiment, c'était incroyable. Merci infiniment à ASICS d'avoir rendu cet échange possible, nous avoir permis de pouvoir organiser cet événement sur un rooftop, vu sur les. Je vous assure que c'est magnifique. Et voilà, on aime bien vous choyer les auditeurs quand on fait peu d'événements, mais quand on le fait, on met toujours le paquet. C'est des événements qui sont gratuits. Ça, c'est très important pour nous, que tout le monde puisse venir accéder. Je sais que malheureusement, on ne va pas recevoir tout le monde. On essaye de faire des roulements, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, je suis sûr que peut-être ce sera au bout de la 6e ou 5e fois. Il y aura de la place. Donc, merci infiniment à ASICS de soutenir le marathon en France, de soutenir la course populaire aussi en France, la course élite aussi bien, avec les courses, parce que c'est quand même sans ces partenaires, on ne pourrait pas faire tout ça. Merci aussi aux organisateurs du Schneider Electric Marathon de Paris de nous avoir accueillis sur la course. On espère pouvoir revenir l'année prochaine dans de meilleures conditions encore. Et puis Johan, on peut te retrouver sur RMC Running avec Benoît Boutron, puisque tu es aussi co-animateur d'un autre podcast. Tout à fait, on fait quelques podcasts. J'ai lancé également mon école de coaching. Oui, ça y est, tu te lances maintenant pour lancer et accompagner justement les gens, parce que je me suis rendu compte que y a du boulot. On l'a vu le chiffre, 1 sur 2 est néo-pratiquant, et donc j'ai envie de prendre la place de ChatGPT pour proposer des plans d'entraînement adaptés. C'est Johan GPT, c'est ça? Il y a une IA aussi une intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû l'appeler GPT. Mais ça s'appelle MRC, My Running Club. Donc c'est un esprit club où on propose de l'entraînement individualisé et personnalisé pour vraiment faire en sorte que les personnes suivent pas un plan d'entraînement bête et méchant d'internet qui est pas adapté au profil de la personne. On s'adapte en fonction de ses horaires, de tout ce qu'il a. Donc très occupé, pas mal de choses, mais j'essaye de m'entraîner aussi, et je serai l'année prochaine, je l'ai dit au départ. Bon ça a été un plaisir de faire cette émission avec toi. On va aller boire un petit peu un petit jus de fruits. Il y a aussi le buffet qui nous attend. Je sais que tu le regardes depuis tout à l'heure. Là je suis plus là déjà. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès vendredi pour une nouvelle capsule autour du marathon, parce que pendant tout le mois d'avril, on va continuer la ferveur du marathon avec des épisodes autour de cette discipline. On va aller recevoir Méline Rollin, on va recevoir Félix Bourg aussi, on va recevoir aussi des spécialistes de cette distance qui vont nous donner toutes les astuces. Donc tout le mois d'avril est dédié au marathon avant de commencer la saison de trail au mois de mai. À très bientôt, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Cette émission vous a été proposée par ASICS, partenaire de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris.